Moi, le rêve de l'entrepreneur que j'ai, c'est la personne qui rêve de changer le monde pour le mieux, tu sais. Et le faire de façon à ce que ça crée de l'abondance pour lui, les siens, puis que ça crée du bien autour. Tu sais. C'est ma vision entrepreneuriale. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Serge Beauchemin, directeur associé chez AQC Capital, le fonds d'investissement Pre-Seed et Seed qui est lié avec Ange Québec. On parle de ces histoires d'OG entrepreneur tech, d'acheter puis de vendre des compagnies, du ROI des dragons pour lui, puis de l'état actuel du capital de risque au Québec. C'est l'enregistrement de notre premier live de l'année, sold out encore une fois, donc merci à tous ceux qui se sont pointés à l'espace CDPQ. Alright, on passe au show, Dragon versus Pape, let's go! Mesdames et messieurs, merci d'être là. C'est toujours... ça commence... là, je vais me penser bon pendant 10 secondes, là, mais ça commence à être habituel qu'on sell out, mais c'est toujours autant satisfaisant de voir du beau monde se pointer, puis comme venir chiller avec nous, écouter des bonnes convos, puis de la bonne bouffe à soir. Fait que merci d'être là. C'est le premier de l'année. On commence en gros. Je vous cacherai pas que le petit gars qui écoutait de la fantaisie médiévale puis qui écrivait des histoires de ça serait très ébahi aujourd'hui de voir que je suis littéralement face à un dragon. Fait que ça, c'est la joke que j'ai préparée à -16 sur Saint-Laurent. Ça, c'est fait. J'ai quelques remerciements à faire avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec Serge. Premièrement, les lieux dans lesquels on est, l'espace CDPQ, c'est insane. J'étais déjà venu vite il y a un bout. C'est trop beau, c'est professionnel. Puis il y a Ange Québec puis AQC Capital qui nous ont littéralement géré la logistique, l'event, la bouffe, les drinks, l'accueil et plus, genre comme une main de maître. Fait que merci beaucoup pour l'organisation de l'événement. Merci. Merci surtout à Marianne et Marie-Ève, qui sont les deux artisanes derrière. Marianne et Marie-Ève. Puis sinon, il y a les partners Ça se passe, que vous pouvez tous aller voir, que vous avez besoin de fournisseurs de services de feu qui sont vétés par ma team ou de produits de feu qui sont vétés par ma team. saspace.com/partenaire avec un S. On a le chiffre. On a-tu du monde du chiffre à soir qui sont là? Parfait, on renouvelle pas votre contrat l'année prochaine. C'est pas vrai, Jean-Gab, si t'écoutes. Baseline, on a Alex qui est ici, juste ici. Si vous voulez parler d'intelligence artificielle, he's the man. Léviat Légal, mes avocats, ils sont... Ouh, let's go! Ben oui, mon bel avocat Mathieu il est là. Si vous voulez parler de droit et de financement et de ne pas aller en prison, c'est les meilleurs. Sinon, au niveau produit, checkez Missive pour vos communications d'équipe. C'est de la bombe. Puis ils sont en train de roll out de quoi de débile qui est comme les tasks, les tâches à l'intérieur de Missive. Il y a Vasco, si vous êtes un scale-up ou un startup qui s'enligne pour être un scale-up puis vous voulez orienter votre go-to-market, checkez ça. Apollo 13, qui est un studio de développement no-code pour des prototypes, des MVP. Je pense que j'ai un rep de Spectrum. Francis, qui est là. Francis Laplante, qui est un bon ami, une inspiration, un coach de vie pour moi. Merci à ces partners-là. Ça se passe, ça pourrait pas exister si on n'avait pas de l'argent, dans le fond, parce que ça coûte de l'argent faire des choses comme on fait. Serge, t'es-tu prêt? Ouais, je suis prêt. Alright. Là, spoiler, là, Serge me dit qu'il allait genre faire du reverse Uno, miroir, puis peut-être même poser des questions à moi aussi. Fou de même. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Si jamais le monde sort de la salle, on va savoir que c'était pas une bonne formule. Ben moi, je vais commencer avec une première question. Comment on s'est rencontrés? Pas pire, ça? C'est excellent. Il y a Marie dans votre équipe, dans l'équipe d'Ange Québec, qu'on s'est croisés sur un trottoir. Il faisait très froid, puis elle m'a dit il faudrait vraiment qu'on réallume la discussion de faire de quoi une collabo entre Ça se passe, Ange Québec, AQC. Puis j'ai dit ouais, t'as-tu quelqu'un en tête? Puis elle a dit Serge Beauchemin. Puis j'ai dit mais ça me dit de quoi? Fait que on s'est fait introduire. On a eu un genre de 30 minutes en power rapide conversation vidéo pour être sûr d'asseoir, mettons, l'alpha de mon entrepreneur insécure. Je t'ai rapidement dit genre ouais, j'ai eu un exit il y a pas longtemps, moi tout, puis tout ça, pour que tu me prennes au sérieux. Ça a quand même marché. Puis j'ai jamais avec toi, j'ai trippé. Je t'ai malheureusement jamais vu au Dragon. J'étais pas un auditeur fidèle. Puis là, ici, on est là à soir. Là, c'est pas mal ça. All right. Ben, c'est exactement ça. C'est comme ça qu'on s'est connus. J'avais aucune espèce d'idée qui t'étais. Surprenant. Pourtant, t'es vraiment connu. Là. Beaucoup de gens de Québec te connaissent.
mais sérieusement, j'ai découvert pendant cette entrevue qu'on a fait ensemble un chic type, un gars très sympathique. Je te l'ai dit encore tantôt, un gars vrai. Puis moi, j'aime ça, les gens authentiques. J'aime ça, des conversations. Pas de masque, pas d'artifice. On va droit au but, puis on se dit les vraies affaires. Alors, on a eu un méchant beau 30 minutes, puis je pense qu'on va avoir un beau 60 minutes ce soir. Parfait. Ça, c'était l'information que j'avais oublié de dire. Ça va être roughly 60 minutes. À la fin, vous allez pouvoir poser des questions à l'arrière où est-ce qu'il y a un gros parapluie lampe, là, puis qu'il y a quelqu'un qui est là. Fait que sûrement que ça va être lui qui va pouvoir poser la première question. Serge, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, t'es-tu game de nous faire un peu un survol vraiment accéléré de ton parcours? Parce que je sais que... On a juste 60 minutes. Non, mais c'est ça, mais genre, tu sais, elevator pitch de... J'ai starté là, puis aujourd'hui, c'est ça mon rôle. Okay, ben, vraiment vite. Je suis parti d'une business à 22 ans qui s'appelait Treesoft avec un chum qui s'appelle toujours André Morissette. Chacun 20$ comme capital de démarrage. Et aujourd'hui, je pilote un fonds d'investissement qui s'appelle OQC Capital, un fonds qui gère 77 millions ici à déployer au Québec dans des startups, dans des jeunes startups aux ambitions démesurées. Fait que tu vois, le début, fin, voilà. Boom, nailed it. Non, mais ça paraît que c'est pas ton premier rodéo. Pitch d'ascenseur pour OQC, mettons, pour les gens qui sont moins familiers avec OQC Capital. Oui, OQC, c'est une firme d'investissement en capital de risque. Je pense que vous connaissez pas mal toute la formule. Ce qu'on fait, nous, c'est on investit dans les jeunes pousses innovantes aux ambitions démesurées. On investit jusqu'à 7,5 millions dans les entreprises en démarrage. On cherche surtout des entrepreneurs qui ont le goût d'aller disrupter, d'aller... déranger, je dirais, des meneurs dans des marchés mondiaux, particulièrement l'Amérique du Nord, ce qui est le marché le plus facile. Les États-Unis, l'Amérique du Sud, le Canada et tout ça, évidemment. On a un trait distinctif, c'est qu'on fait tous nos investissements avec des anges. On s'accompagne d'anges investisseurs qui, dans d'autres cas, c'est des anges passifs. Nous, on essaie de trouver des anges qui vont vouloir s'impliquer et apporter leur réseau avec eux autres, leur expertise, d'une part, soit avec les clients ou les clients potentiels ou en développement dans le secteur industriel dans lequel tu travailles. OK. Et on investit aussi avec un réseau d'anges, donc le réseau Ange Québec, plus grand réseau d'anges au Canada, ce qui donne accès donc à l'entreprise à un méchant huge network. Parce que pensez, là. C'est ça, exclusivement, dans le fond, le fonds OQC avec des anges ou des fois il doit y avoir plus qu'un fonds d'impliqué? Parce que moi, je viens pas du monde VC. Plus qu'un fonds. Il faut bien comprendre. Nous, on est un fonds d'investissement. Ce qu'on fait, c'est qu'on amène des anges dans nos deals. Parfait. Ou des fois, c'est les anges qui nous amènent dans leurs deals. Mais on est deux organisations complètement distinctes. Mais la distinction est quand même fondamentale parce que souvent, les VC, early stage, qu'on investit au départ, c'est le founder qui va dire, pas le founder, mais le managing partner qui va dire « Ah, j'ai mon réseau, je vais le mettre à contribution ». Nous, on dit, j'ai mon réseau, Serge va mettre son réseau à contribution, mes partners vont mettre leur réseau à contribution, mais j'ai aussi le réseau de 200 anges qui va être à contribution, parce que c'est un réseau partenaire à nous. Fait que si tu as besoin d'un exemple récent, une entreprise qui avait besoin d'une expertise dans le secteur minier, je ne connais personne là-dedans, mais on a fait un call aux anges. Tu quelqu'un qui connaît quelqu'un dans le secteur minier pour une jeune pousse québécoise? Puis en même pas 24 heures, on avait trois individus très bien plugués dans le secteur, dont un expert. Alors, on a pu mailler cette expertise-là d'un entrepreneur à succès avec une jeune pousse pour l'accompagner. Tu vois, ça, c'est le genre de truc qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut faire au Québec. Et ça nous distingue beaucoup, je pense. Fait que c'est-tu genre dans Slack, @channel, Ange Québec, y a-tu un ange qui connaît un mineur? Mineur. Ça, c'est tellement mal dit. Ouais, c'était quand même dit un mineur, c'est quand même mieux que d'autres choses. Mais ceci étant dit, c'est plus complexe, mais c'est aussi plus simple. C'est juste un mailing. Là. On a un mailing à l'interne, on envoie un mail à notre gang. Puis, vous avez signé combien de chèques? Genre, mettons, là, vous êtes au fond 2. Oui, on a fond 2. Moi, j'ai géré le fond 1. C'est pas moi qui l'ai bâti. Le fond 1 était déjà là quand je suis arrivé. Okay. Donc, j'ai pris le fond 1 et les années qui restaient sous gestion. Puis, j'ai levé le fond 2, 77 millions de fond 2. On est rendu dans notre dernière année d'investissement. Un fonds, c'est 10 ans d'une durée, 4 ans la période d'investissement. On est dans notre 4e année. On a 28 deals de fait. Donc, 28 investissements de fait, des chèques moyens de 500 000 à peu près. Okay. Pre-seed et seed. Ouais, pre-seed, seed et late seed, je dirais, ou pre-series A. Donc, on est aussi dans ces eaux-là, plus ces eaux-là même présentement, puisqu'on est dans la fin de la période d'investissement. Il nous reste moins de temps. Alors, on aime plus les projets un petit peu plus proches de la série A ou qui sont en revenus ou qui ont déjà des revenus ou c'est le genre de profil qu'on cherche. Là. Puis il y en a qui sont en salle, on les aime bien, ceux-là, c'est ainsi. Mais on regarde toutes les deals aussi. Là. Donc, les pre-seed, il n'y a pas de trouble non plus. Très cool.
Puis y en a-tu une de ces compagnies-là, là, évidemment, là, c'est plusieurs dizaines de deals, fait que je veux pas qu'on les repasse toutes, mais y en a-tu une, mettons, qui t'a marqué pour une raison ou une autre, qui était comme, eux autres, quand on a genre fait ce chèque-là, puis je les ai vus aller, wow, genre. Ouais, ben, je te dirais, pour être bien honnête, c'est 28 fois wow, là, puisqu'on a mis un chèque. Parce que si mais tu mets mettons un qu'on chèque, répond à la question. Non, mais je réponds à la question. Là. C'est comme si t'as-tu des enfants, toi? As-tu un des deux que t'aimes plus que l'autre? C'est ça. Le truc, c'est que j'en ai C'est pas. ça. Ah, bon, exact. Demande à un parent s'il y a des enfants, il y en a plus qu'un. Demande-y, y en a-tu un des deux que t'aimes le plus? La réponse est non. Ils les aiment toute la gang. Fait que, honnêtement, quand on fait un chèque, qu'on investit dans une start-up, ben, on tombe en amour avec le projet, on tombe en amour avec l'entrepreneur. Fait que c'est difficile de dire en date d'aujourd'hui, il y en a-tu un là-dedans que t'aimes plus que les autres? Je dirais, attends, donne-moi encore 1 an ou 2. Il y en a une couple qui vont failer. Je vais dire, ouais, lui, je l'aime un peu moins. Mais pour être bien honnête, il y en a là-dedans. Il y en a une couple qui se démarque avec lesquelles j'ai personnellement, oups, j'ai accroché le micro, personnellement, peut-être plus d'affinité. Je pense à Simon Bédard de Clinia, un gars avec qui j'ai une super connexion, même valeur, même genre de bonhomme. S'il m'entend, je le salue. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense aussi peut-être au frère Steinman là, dans Maxa, qui est une super belle business aussi. Des gars qui sont allumés comme des bines, qui font un job, ils livrent la marchandise. Raph de... Ouais. Il faudrait que tu répondes à mon DM pour venir sur le pod, Raph. Je vais juste le mettre dans l'enregistrement. OK, bon, je vais m'assurer de faire un suivi. Caltoum, mets-toi sur le dossier, s'il te plaît. On va s'arranger qu'il soit dans un de tes pods. C'est très cool, man. C'est cool de voir un acteur. Puis aussi quelqu'un, genre, on s'entend, là, ça a commencé quoi, en 86, ton journey entrepreneurial, mettons? Ouais, ou carrière, mettons? Ouais, 87 précisément. Février 87. On a fait une belle aventure. Tu sais, on est 2 petits culs dans ce temps-là. Moi, je suis un drop-out du cégep. Fait que j'ai pas fini le cégep en électronique, pour un cours d'ailleurs. Et je me suis dit, je vais prendre une année sabbatique comme vendeur en informatique parce que c'était mauditement payant. Ben, c'est ça, là. Moi, j'ai une note qui est genre, qui me brûle le fond, mais genre, en 86, t'étais vendeur chez Computerland. Ouais, monsieur. Spécialisé en produits Apple. Fait que la question qui tue, c'est genre, c'était quoi votre plus gros vendeur à l'époque? Ben moi, j'ai commencé en 84 dans un autre petit magasin qui s'appelait Future Byte sur la rive sud de Longueuil, qui avait un bureau ici à Montréal. Puis j'étais un petit cul qui tripait sur le Apple, parce que j'avais bâti mon computer en kit. Ils se vendaient des clones dans ce temps-là. J'avais tout soudé les pièces, ça coûtait pas cher. Là, puis j'avais pas de maudite scène. Fait que j'étais un geek d'électronique. Fait que j'ai eu la job par hasard en devenant Apple salesman. Puis le Apple Macintosh est arrivé sur le marché en 84. Alors, je suis devenu, par la force des choses, un expert Mac. Je tripais Mac. Puis Mac, ben, c'était l'enfant terrible là, dans le domaine de l'informatique à l'époque. Là. Alors, je suis devenu un spécialiste Mac. Puis quand je suis arrivé chez Computerland, ben là, j'étais le vendeur Mac. Puis ce que je vendais, c'était des solutions desktop publishing parce que c'était la grosse patente que le Mac pouvait faire, qui était de l'édition électronique avec des logiciels comme PageMaker et ainsi de suite. Là. Insane. Fait que toi, t'as vraiment l'espèce de street cred de dire, ouais, je suis un fan d'Apple Day One. Oui, moi, écoute, Day iPhone One. 10. Non, Day One. Là, moi, j'ai acheté le premier iPhone, je suis allé chercher à Boston. Un vrai malade, là, tu sais. Là. Je l'ai encore chez nous, d'ailleurs. Oui, je suis bien sérieux. J'ai une collection d'iPhones, je les ai toutes. Là. Fait que t'as campé puis tout, ou genre à l'époque? Non, dans ce temps-là, j'étais peut-être un petit peu moins nono. J'ai jamais campé, en fait, pour un téléphone, mais je suis allé quand même chercher mon iPhone. Mais t'as dit, je montais mon ordi avec des pièces puis des clones tout ça parce que j'avais pas une scène. Est-ce que j'en déduis que, dans le fond, tu venais pas de l'argent nécessairement? Genre? Ah non. J'ai pas de maudite scène. Je viens d'une famille monoparentale pauvre. J'ai grandi dans des milieux difficiles. C'est ça. Je suis pas quelqu'un qui vient d'un milieu riche, disons. Tu m'as dit que je pouvais poser n'importe quelle question puis aller off-script autant que je voulais. Here we go. Michael Carpentier, un de mes chums qui joue aussi des fois le rôle de mentor, qui avait vendu à Simon's Rituel. Puis c'est un d'autre que j'aime beaucoup. Il m'avait passé un livre que 2 personnes ont lu autour de moi. Moi, je l'ai pas lu encore. Mais c'est sur être transfuge de classe. C'est-à-dire, genre, hey, j'ai pas grandi dans la richesse. J'ai peut-être même grandi dans la pauvreté. Puis comme ma relation avec l'argent, ça a jamais été celle des enfants de riches, mettons. Puis là, je suis riche, moi, à cette heure. Mm-hmm. J'ai un pouvoir d'achat. Je peux gâter ma famille, mes amis, puis tout. Tu l'as vécu, cette transfuge... T'as été un transfuge de classe, I guess? J'imagine si c'est le vocabulaire. Hein? Ben oui. Ben oui, le vocabulaire, moi, transfuge, j'essaie de le plugger le plus souvent possible parce que c'est vraiment hard comme mot, puis je sais pas pire c'est quoi que ça veut dire. Fait que, mettons, t'as-tu trouvé ça tough, ça?
Genre. Tu m'as donné une dissonance cognitive ou un genre de tabarnak 20$ avant, c'était genre la fin, c'était quelque chose. Non, là, parce que c'est encore 20$ pour moi. Là, je dirais que quand tu grandis avec pas d'argent, ben l'argent, tu respectes ça quelque part. C'est pas, en tout cas, pour ma part, là, je ne parlerai pas pour personne, là, mais moi j'ai une relation, je dirais, relativement saine avec l'argent. J'ai toujours voulu en faire beaucoup. Premièrement, je vais faire une histoire courte sur l'argent. Là. J'ai grandi dans un milieu pauvre, mais j'ai grandi dans de l'abondance d'amour. Okay? J'ai grandi dans une autre famille qui n'est pas la mienne. Puis cette famille-là, il y a eu 5 filles. Donc, j'ai grandi avec 5 filles. Maman, qui était maman Savoie, qui était ma mère d'adoption, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est une dame qui est une beauceronne, un entrepreneur, mais qui n'a pas entrepris, puisqu'elle a entrepris sa famille. Puis elle a élevé ses 5 enfants plus Serge. Et donc, j'ai grandi dans une relation, dans une famille où l'amour, c'est important. Le de redonner était très impliqué dans l'Église. Donc, c'est beaucoup impliqué dans la communauté. Fait que moi, l'argent, c'était d'abord, quand j'étais jeune, c'était je veux pas en manquer parce que ma mère en manque, puis elle travaille fort en maudit pour en gagner. Fait que moi, je vais m'arranger pour pas en manquer. Puis je vais m'arranger pour en faire assez vite pour sortir ma mère de la merde. Fait que mes premières ambitions avec l'argent, c'était de sortir ma mère de la misère. Puis après ça, ben, c'était de m'assurer de moi jamais être dans la misère aussi. Fait que, c'était ça mon rapport avec l'argent. Fait que, ça n'a jamais été de je veux de l'argent pour la dépenser, je veux de l'argent pour voyager, je veux de l'argent pour un gros char, pour une grosse maison. Tout ça, c'est tout. J'ai tout ça, mais je m'en sac un peu. Je n'ai pas vraiment besoin. Alors, j'ai un rapport, je pense, relativement sain avec le cash. Ça résonne beaucoup. Là. Moi, une des premières affaires que j'ai faites, puis j'en ai parlé. Je pense que j'avais longtemps eu besoin de validation extérieure, puis encore aujourd'hui, I guess, si je m'assure qu'il y a genre 100 personnes qui écoutent ce que j'ai à dire. Mais ça va être un peu personnel, mais genre une des premières affaires que j'ai faites quand on a vendu Snipcart puis que je suis devenu millionnaire à 31 ans, mettons, pas beaucoup millionnaire, là, attendez-moi pas dans le parking. On dit multimillionnaire. À cette heure, c'est barely, mettons. Puis une des premières affaires que j'ai faites, c'est genre, j'ai appelé mon planif financier, puis j'ai dit, parce qu'à cette heure, j'avais un planif financier, j'avais pas le choix, parce que je voulais pas gérer mon argent tout seul. Puis j'ai dit, hey man, ok, parfait, là, sors l'argent qu'il faut sortir, on va payer le char, on va payer la maison, on paye tout à ma mère, let's go. Il m'a dit là, buddy, genre, on va faire des versements mensuels, puis tu vas pas, genre, déployer ton capital sans le laisser fructifier comme ça. Puis comme je comprends que tu veux aider, puis en tout cas, il a encadré comment je pouvais sainement, puis comme aider ma mère pour que ça scale. Mais à ce jour, man, tu sais, genre, c'est une des plus grandes fiertés de toute ma vie. Exact. Puis de voir un d'autre comme toi qui a genre 10 fois plus d'expérience que moi, puis qui est rendu là, qu'au core de ta narrative, puis ton histoire, aider ta mère pour la sortir du trouble, c'était... Ma mère était pas dans le trouble, là, mais je veux pas te faire passer pour une genre de pauvre madame que je vois dans Saint-Roch qui donne un peu d'argent. Je ferais pas ça. Non, Saint-Roch, c'est quand même un beau quartier maintenant au Québec. Il y a quelqu'un que je n'aimerais pas dans ma belle famille qui est un petit peu plus bourgeois, mettons, qui me dit Saint-Roch. Il y a des moribonds là-bas. Les moribonds. C'est là que j'ai appris le mot moribond. Un autre beau mot ce soir. Oh! Ouais, fait que ça me touche. Je trouve ça fucking nice que tu puisses dire ça. C'est quand même particulier qu'on ait cette vibe-là toutes les deux parce que tu vois, moi, le premier dividende que j'ai touché, j'ai acheté un condo à ma mère. Fait que la première chose que j'ai faite quand j'ai gagné de l'argent, c'est une cash down sur un condo à ma mère. Premier dividende de Snip qu'on a sorti après 8 ans de la renée, mettons, bootstrap. Moi, j'avais 16% de la compagnie. Fait qu'on avait sorti un 100K, je pense. Puis j'avais fait 16 000. J'ai donné le tiers à ma mère tout de suite. J'ai fait un chèque justifiement. C'est la première fois que j'ai fait avec le cash, puis genre, je broyais. J'étais content. Je te comprends. J'ai beaucoup d'émotions moi aussi quand je pense à ces moments-là de ma vie. Puis j'ai rendu à 60, puis j'ai encore ému. C'est parfait, ça. Ouais, c'est les vraies choses, c'est la famille, les amis, ceux qui touchent le cœur. Mais c'était un peu... Comment dire? Dirais-tu que tu avais un scarcity mindset par rapport à l'argent? Genre que c'était important une fois que tu l'as acquis, de le préserver, d'être économe, de pas le dépenser. Ouais. Ça a-tu évolué, genre ta relation avec l'argent là-dedans? Ou? Ben, en vieillissant, peut-être un peu, mais je te dirais pas tant que ça. Tu sais, c'est sûr, quand t'en as pas, tu t'imagines plein de trucs. Un jour, boum, il t'en rentre plusieurs millions dans ton compte. Tu te dis, bon, ben, tu sais, je vais faire quoi avec cet argent-là? Ben, naturellement, quand t'en as pas eu, puis t'as un trésor qui tombe dans les mains, t'as tendance à vouloir en tout cas pour ma part, j'ai tendance à vouloir le protéger et à pas faire de folie avec, puis plutôt à continuer de miser sur mon talent, puis mes ressources et tout ça pour continuer à
gagner ma vie, même si je n'avais plus besoin de gagner ma vie. Exact. Mais j'ai quand même encore envie de me réaliser, puis de faire des choses, faire une différence, m'impliquer. Bref, le capital, j'ai adopté une posture de protection de capitaux où je ne prends pas trop de risques. Mon conseiller gère mon cash un peu comme toi. Là. J'ai un conseiller financier qui gère mon cash avec une stratégie plutôt pépère. Je me suis gardé un petit peu de cash pour m'amuser avec. D'ailleurs, mes collègues au bureau sont tout le temps en train de me taquiner. Tu fais trop de stress avec ça. Puis, bon, c'est comme ça me fait plaisir. Fait que j'ai un peu de fuck you money là, avec lesquels je deal. Puis j'ai fait des niaiseries aussi avec ça parce que tu peux te permettre d'en perdre sans nécessairement mourir. Là. Fait que j'ai fait une couple de niaiseries. Mais jamais vraiment gâté. Oui. Je suis allé au Dragon. Fait que... Alors, puis un gars comme moi, dans un environnement comme les Dragons, c'est peut-être pas la meilleure idée, là, parce que j'étais un gars très sensible. Je suis un gars qui vibre beaucoup à l'humanité et à l'humanisme. Alors, quand tu as des gens qui viennent avec leurs projets, les yeux scintillants, puis c'est leur vie, puis ils disent je cherche 50 000 pour 20 % de ma business, pour aider les dames âgées, puis tout. Ben, devant tant de passion, tant de volonté, c'est dur de rester insensible. Puis là, ben, tu dis, moi, j'en ai full de cash. C'est quoi 50 000? Let's go, moi, je lève ma main, je vais t'aider. Puis, ben, c'est pas aider au Dragon, c'est investir, Serge. Mais ce bout-là, je l'ai mal saisi. Fait que j'ai aidé pas mal de monde. Ça m'a coûté un demi-million. Là, fait que j'ai perdu une couple de 100 000 avec ça. Vu que tu le bring up, les Dragons, je vais te poser tout de suite la question que j'avais là-dessus. Mais genre, quand on s'est parlé par vidéo, je t'ai dit... Ça ressemblait à quoi ton ROI, retour sur investissement, par rapport à ton passage au Dragon? Puis tu m'as comme schoolé un peu sur la nature du ROI qui n'était pas nécessairement monétaire. Je voudrais que tu me dises ce que ça t'a apporté dans le fond de passer au Dragon. Ben, en fait, beaucoup de choses. Je vais te raconter l'histoire. C'est une bonne réponse quand même, une longue réponse, peut-être trop longue, mais je vais me permettre de la dire quand même. Moi, quand j'étais TQ, je rêvais d'être acteur. Ça, c'était ma grande passion. Moi, tout, man. Ah no oui, shit. No shit. Ma mère va te le dire. Oh. Un stalker. Il a tout checké ma vie avant. Il me sort toutes les affaires. Moi aussi. Non, mais je rêvais d'être acteur. Moi, c'était ma grande passion. C'était le cinéma puis le théâtre. Puis je rêvais de faire ça un jour. Puis un jour, j'ai rencontré un acteur dans un cours de théâtre et j'ai demandé... peux-tu devenir riche? Parce que moi, c'était important de faire de l'argent. Puis il me dit, jeune homme, on pratique le théâtre pour la passion et non pour l'argent. Ben, je dis, fuck, il va faire d'autres choses. puis c'est vrai ce que je dis là. Hein. Je dis, je vais faire d'autres choses, puis je montrais ces planches à 40 ans. Parce qu'à 40 ans, je vais être indépendant de fortune. Fait que ça, j'avais peut-être 15-16 ans quand j'ai dit ça. Je me suis associé avec mon chum André, mon partner André, puis on s'est dit, il y a 40 ans, man, il faut qu'on soit indépendant de fortune. Hein. J'ai eu 40 ans le 21 janvier. J'ai vendu à business le 15 février. Quand même débile, hein, tu sais, puis pas prévu, là, tu sais. Treesoft, là, cette business-là? Ouais, Treesoft, on va y revenir, ouais. Fait que, donc, répondre à ta question, c'était quoi, non, la question? La question, c'est comment tu me décrirais, ou même à l'audience, le retour sur l'investissement des Dragons. Ouais. Donc, ma première affaire, c'est le TQ en moi était mauditement content de faire la TV. Ah oui, c'est bon. Parce qu'il ne pouvait pas être au théâtre, mais là, il était à la TV. C'est comme, oh my God, je vais vivre l'expérience TV. Marianne peut témoigner. Les premières sessions des Dragons d'impôt, je me promenais dans le backstage partout. J'allais voir comment ça marchait. Je suis allé en voir en régie, les pitons, la régie, tout ça. Je tripais vraiment d'être à la télé. Donc, pour moi, ça, c'était un buzz vraiment trippant. Deuxième affaire, quand j'ai eu 40 ans, j'ai vendu à baraque, tout ça, c'est donc les Dragons qui sont venus après. Il y a une chose qui me motivait, moi, c'était d'essayer de faire une différence. Tu sais. Je me suis dit, je suis chanceux, je suis un privilégié, j'ai de l'argent, j'ai de l'indépendance. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Je vais prendre 20 ans pour ajouter des millions dans mon compte puis pas changer ma qualité de vie pour autant. Tu sais, parce que quand tu arrives à un certain seuil, que tu rajoutes 10 millions dans le compte, ou 5 millions, 10 millions, peu importe le chiffre, là, c'est logarithmique. Là, exact. Ça ne change rien dans ta vie. Là, tu vas t'acheter 3 chars au lieu de 4, ou 4 au lieu de 3. Ça ne change plus rien. Fait que moi, je dis, you know what? C'est pas ça qui va être ma motivation. Ma motivation, ça va être comment je peux toucher, comment je peux faire un impact dans l'environnement autour de moi, avec mon talent, avec ce que j'ai comme unicité à moi. Alors, les Dragons, c'était une belle occasion de faire ça. C'était une belle occasion d'aller dire, sais-tu quoi? J'aimerais ça. Je faisais longtemps, je donnais des conférences pour les jeunes, pour les stimuler en entrepreneuriat. Je dis, à la télé, aller parler avec mes valeurs, ma façon de voir, c'est une façon de toucher l'entrepreneuriat, puis c'est une façon de stimuler les jeunes à emboîter un pas entrepreneurial qui n'est pas juste celui de conquérir les autres
à leur détriment, parce que moi, le rêve de l'entrepreneur que j'ai, c'est la personne qui rêve de changer le monde pour le mieux, tu sais, et le faire de façon à ce que ça crée de l'abondance pour lui, les siens, puis que ça crée du bien autour. Tu sais. Ça, c'est ma vision entrepreneuriale. Je trouvais qu'elle allait dire ça à TV. C'était une méchante petite belle plateforme. Ouais. Et le troisième point, je dis, on va peut-être aller faire de l'argent, on va faire de l'investissement, peut-être faire de l'argent. Là, je me suis fou en estime. Fait que mon ROI, il n'est pas financier, mon ROI, il est crédibilité, notoriété. C'est-à-dire qu'à la télé, 1 million de personnes qui t'écoutent pendant 13 semaines, Charlie, ça fait du monde qui te connaissent. Fait que, 13 ans. Moi, j'ai fait le premier show en 2013, fait que ça va faire 12 ans cette année que j'ai été la première fois à la télé. Puis encore aujourd'hui, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas quelqu'un qui me salue puis qui me dit bonjour. Ça fait 7 ans que je suis plus à la TV. Puis ils me disent encore « Ah, M. Beauchemin, bonjour, content de vous voir. » Alors, ça a eu un impact sur ma notoriété personnelle immense. Ça m'a permis de prendre le téléphone, d'appeler Pierre Fitzgibbon puis il m'a rappelé quand j'ai voulu prendre QC2. Ça m'a permis d'ouvrir des portes avec plein d'entrepreneurs, plein de gens qui m'ont connu. Alors, même si j'ai perdu l'équivalent de, mettons, un demi-million dans ce show-là, j'ai gagné quelque chose qui ne s'achète pas, que j'ai donc payé un demi-million, mais qui ne s'achète normalement pas, qui est une extraordinaire notoriété au Québec. Et network. Et un network incroyable. Alors, un très beau retour. Tu sais. All right, folks, petit shout-out aux chiffres, partenaire certifié, ça se passe. Une firme comptable tech-enabled qui organise vos finances. De la comptabilité cloud à la paye, à la fiscalité, c'est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ils ont aidé un paquet de SaaS bootstrapped ou fundé. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis manquez pas le show 74 avec Jean-Gab sur le pricing. OK? De retour au pod. Ben écoute, moi, je te dirais bien que je peux relate, mais la seule affaire de même qui m'est arrivée, c'est qu'au dépanneur au Lac-Beauport, en mettant du gaz, il y a quelqu'un qui m'a dit « Frank, tu fais ça se passe? » Et tu lui as dit, tu veux-tu une photo? Ça m'est arrivé une fois, puis j'avais quasiment peur au début. Hein? Ça, c'est genre puis en plus, il était avec un gros dos de baraqué, genre, qui sortait du gym. Puis j'ai-tu payé toutes mes dettes après que OK, fait que le moment où tu as passé à Go la première fois, Serge, c'est principalement avec Treesoft. Oui, tout à fait. À 40 ans, il y a 20 ans. Qu'est-ce que Treesoft faisait? Puis ça ressemblait à quoi la sortie de ça? On vendait du software. Nous autres, c'était pas bien compliqué. Là. On a commencé en 87. Le Mac est arrivé en 84. Premier IBM en 81. Premier PC personnel en 81. Premier Apple en 77. Fait que tu sais, là, en 87, ça fait 10 ans que l'informatique personnelle existe. Fait que il se vend beaucoup d'ordinateurs. Des logiciels, ils s'en vendent pas tant que ça. Les gens les copient. Ouais. Puis mon partenaire et moi, on a l'idée de dire, écoute, un jour, ce qui va se passer, c'est que les gens vont acheter des logiciels d'une part au lieu de les copier. Les lois changeaient pour encourager le respect des droits d'auteur d'œuvres numériques. C'est un vocabulaire qui se créait. Puis moi, j'avais compris, parce que je vendais ça, je me disais, c'est pas l'ordinateur que tu achètes, c'est le software qui roule sur l'ordi. Fait qu'un jour, les gens vont acheter du software pour répondre à des problèmes, puis la machine, ça va être l'accessoire, alors qu'on était à une époque, c'était l'inverse. Fait que bref, on a vu un gros potentiel dans le software. Puis ça brise pas besoin de stocker ça c'est facile, des petites boîtes. Bon, on a commencé à vendre du software. C'était des boîtes. C'était des boîtes avec des disquettes. C'était un CD au début ou c'était même des disquettes? CD, ça n'existe pas. Disquettes, les disquettes, c'est pas ses corps. C'est des grosses disquettes en plastique. Insane, pareil. L'innovation, c'est l'étiquette 3,5 pouces là, que Apple Mac venait de sortir en 84. Là, fait que c'est une grosse folie. Incroyable. T'as pas idée qu'est-ce que j'ai connu. J'ai entendu quelqu'un dire il est trop jeune. Projection. Je suis une vieille croûte. Mais ceci étant dit, pour vrai, on je suis un vendait peu du trop software. jeune pour les disquettes. Mais fait que vous vendiez du software. Ouais, on vendait du software tout simplement. Puis notre business model, nous, c'est on a compris vite qu'on n'avait pas d'argent. Compris vite qu'il fallait vendre d'abord puis livrer ensuite. Alors, on est devenus d'excellents vendeurs. Okay. Après, on achetait puis on livrait. Fait que voilà. Fait que c'est ça la business. C'était quoi, mettons, la job to be done du software de Treesoft vendait? Au départ, je vais te conter l'anecdote. Là, quand on a commencé la business, on rêvait de vendre aux grandes compagnies. Fait qu'on a demandé à André, Lise, la sœur d'André, de nous trouver les numéros de téléphone. Puis André, ton partner? Oui. Okay. Sa sœur s'appelait Lise, puis elle était sur le chômage. On l'a payé en dessous de la table pour qu'elle nous trouve, les noms des acheteurs des grandes entreprises. Oh my God, c'est OG web scraping, mais via Lise, genre. Exact.
Under the table. Avec le journal imprimé, journal des affaires, les 500 startups, les 500 plus grandes entreprises du Québec. Tu sais. Fait que c'était carrément un répertoire qui se publiait l'été par le journal des affaires. Okay. On prenait ça, puis elle fouille dans le bottin, trouve le numéro de téléphone, appelle Hydro-Québec, genre « Bonjour, j'aimerais avoir le nom de l'acheteur informatique. » Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis là, à un moment donné, elle m'appelle, elle dit « Écoute, c'est compliqué, me faire accrocher. » On me demande pourquoi. Puis je dis « Dis-leur qu'on veut les abonner à un magazine. » Elle dit « Quel magazine? » Je sais pas, un magazine Québec Informatique d'une valeur de 125$. Ben, c'est quoi ce magazine-là, 125$? Ça n'existe pas, Lise. Ben, voyons, on ne va pas les abonner à un magazine qui n'existe pas. Je dis, pourquoi pas? Je dis, qui va te rappeler dans 2 semaines? Tu as dit, hey, j'ai pas reçu mon magazine. Voyons, personne ne va te rappeler, tu sais. Ben, tu vois, mais voyons, non, ça se fait pas. Je dis, ben oui, ça se fait. Dis-leur, tu vas avoir le nom de l'acheteur des logiciels, puis tu vas leur donner un abonnement gratis de valeur de 125$. Ah, j'ai eu ça, m'a essayé, puis finalement, elle me rappelle, ça marche, tu sais. Fait qu'on a eu les noms des acheteurs, puis on a fait une journée de téléprospection. On a pris off tous les deux des magasins où on travaillait. On s'est ramassés chez nous. On a tiré pile face savoir lequel des deux beaux autres pour faire le premier téléphone. J'ai perdu. Alors, j'ai appelé un vrai nom, M. Roch Brunet. Il peut-être qu'il vit encore, puis il va nous entendre ce soir. Et puis là, c'est de l'improvisation. Parce que moi, j'étais un acteur au théâtre. Alors, j'ai fait beaucoup d'impro au cégep. Fait que là, il prend le téléphone. Monsieur Brunet, bonjour. Serge Beauchemin, l'appareil de la compagnie 3Soft. Comment ça va? Ça va bien. Je dis, Monsieur Brunet, écoutez, nous, on est spécialisé en logiciels. On me dit que vous êtes un acheteur de logiciels. Il me semble qu'on est fait pour faire des affaires ensemble. Fait qu'il dit, ouais, il dit, écoute, j'ai pas vraiment besoin de nouveaux fournisseurs. Tu sais. Je dis, mais nous, on est différents. Ah. Il dit, qu'est-ce que vous avez de différent? Là, shit, faut que tu patines. Je dis, qu'est-ce que j'ai de différent? Je dis, nous, on vend tous les logiciels que les autres ne vendent pas. Puis ça, c'était l'éclair de génie. OK? Je dis, on vend tous les logiciels que les autres ne vendent pas. Il dit, ça m'intéresse parce que c'est vrai que des fois, pas facile de trouver ça. C'est une telle bonne idée, hein? Fait que, il dit, tu vends tout ça, toi, Micro Focus COBOL? Shit. Je dis, un instant, je vais vous passer mon département des recherches, puis là, je passe le téléphone à mon chum, tu sais. Fait qu'il pogne le téléphone avec un doigt d'honneur, dit, département des recherches, bonjour. Je dis bonjour, je cherche Microfocus COBOL. Oui, on a un service de recherche 3 heures. On vous rappelle, t'es pas mauvais en impro. On vous rappelle en 3 heures avec le prix et la disponibilité. Puis il me redonne le téléphone. Je repogne le téléphone. Monsieur Brunet, vous avez eu votre prix. Je sais bien qu'il l'a pas eu, le gars t'en face, tu sais. Fait que, il dit non, mais vous avez un service 3 heures. En effet, oui. Vous avez une bonne équipe. Mon chum fait de l'embonpoint. Je dis, pas pire grosse, là. Pas pire grosse équipe. Tu sais, j'ai le droit à un 2e doigt d'honneur. Puis là, il me dit, c'est ça, j'attendrai votre prix, puis là, je raccroche, man. On est tout excités, comme, oh my God, ça marche. Puis, mais l'idée. L'obscur COBOL, whatever. Ouais, on l'a trouvé, la patente. Okay. Mais l'idée qui est à retenir là-dedans, c'est qu'en une seconde, un éclair qui était, on vend ce que les autres ne vendent pas, on a trouvé qu'il y avait un besoin. C'est vrai qu'ils achetaient WordPerfect, Lotus, 1, 2, 3, puis tous des logiciels que vous ne connaissez pas, mais qui étaient des standards à l'époque, qui étaient des gros produits. On trouve ça partout. Mais Microfocus COBOL, qui vend ça? Personne, tu sais. Mais nous, on s'est dit, on va devenir les spécialistes des logiciels obscurs. C'est ça qu'on s'est appelé les spécialistes du weirdware. Au lieu du software, le weirdware. Ça, c'était notre nom, ça. Fait que les spécialistes du weirdware. Puis on s'est mis à faire des répertoires de logiciels peu connus qu'on a imprimés nous-mêmes, qu'on a broché, qu'une grosse brocheuse achetée à l'époque, en tout cas, peu importe, à la main. Puis on est allé porter ça dans des grosses compagnies, la SAQ, l'Auto-Québec, Vidéotron, puis on est allé porter notre répertoire avec D-Base. On avait fait imprimer nous-mêmes. Et ça, ça a été notre première carte de visite. On a commencé à se faire connaître pour ces patentes-là, les softwares que personne trouvait nulle part. Puis évidemment, là, on a une bonne relation avec l'acheteur. Puis à un moment donné, il te pose la question, donc tu vends ça aussi, WordPerfect? Oui, je peux t'en avoir. Écoute, ça serait quoi ton prix pour 50? Laisse-moi vérifier, je vais te revenir. 50 WordPerfect. Puis là, ça a commencé comme ça. On a commencé à vendre des produits mainstream, puis on avait évidemment l'avantage de ne pas avoir de stock. Mais tu as commencé par une niche, puis tu as expandé. Exactement. Puis tu es allé sur le market direct, tu t'es pas genre embourbé dans des plans d'affaires puis des analyses de marché. On savait pas ça. Appelé. On connaissait pas ça. Sérieusement, on connaissait juste pas ces affaires-là. Nous, on a appelé, on est allé voir des clients. Par hasard, on a fait de l'impro, on a fini par trouver par hasard un problème. On a trouvé une solution au problème. Puis comme je te dis, on n'avait pas d'argent, fait qu'on on le vendait pour vrai avant. T'sais. Fait que quand on disait le Microfocus COBOL, j'ai appelé les gars, combien il coûte? 1000$, je le rappelle, c'est 1500. OK, voici mon PO, 12,87. All right. Je l'ai vendu, je vais l'acheter. Puis nous, on a trouvé que ça, c'était une maudite bonne façon de faire de la business. C'est vendre d'abord, acheter après. Alors, on a développé la baraque de même. On a fait 660 000 la première année, 1,5 million la deuxième, puis ça a décollé comme ça pendant 17 ans. Puis c'était rendu où à peu près quand vous avez vendu? On a vendu, on faisait 85 millions. Quand même, Puis en termes de staff, c'était? 150. OK. Avec des bureaux partout au pays, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec.
Insane. Ouais. C'est de valeur qu'on n'avait pas 6 heures parce que genre. Ah non, j'ai bien des niaiseries à te raconter. Ouais, si on avait bien du temps, t'aurais du fun, je n'ai fait des niaiseries, pas à peu près, on va dire. Je te crois. Ouais. Mais allons à l'exit rapidement là-dessus, puis après j'enchaîne. Ouais. Pourquoi t'as vendu? Puis ça a-tu été bien long, compliqué, etc.? Ouais, ben tu t'as vendu, tu sais un peu, là, c'est bien émotif, c'est bien émouvant, vendre ton bébé, là, tu sais. C'est fait que ça n'a pas été facile, ce bout-là. Mais on a décidé de vendre, nous, juste un peu avant la vente. On a levé du capital privé de firme de VC parce qu'on avait une start-up dans notre start-up ou dans notre compagnie. C'était une start-up qui s'appelait Noxent, qui faisait aujourd'hui, c'est très courant. Dans ce temps-là, c'est très, très avant-gardiste. Il faisait du MSP, du Managed Service Providing. Ouais. Et on était parmi les premiers à faire ça au Québec. Alors, on avait une filiale, on a levé 5,4 millions en 2001. Fait que si tu fais le calcul aujourd'hui, c'est probablement 12 millions, là, tu sais. Et donc, pour cette filiale-là, ça allait plus ou moins bien, cette filiale-là, puis ça nous a grugé du temps, puis ça nous a fait peut-être perdre un peu le edge de notre propre core competency. Défocus un peu. Là. Ouais. Puis là, ben, le marché, on sortait du bug de l'an 2000, le crash.com 2001, tout ça. Fait qu'on a peut-être été un peu shaké. Les valos ont droppé. Tu sais, là. Nous, on a vendu... je ne peux pas te donner les chiffres pour différentes raisons. Là. Ouais. Mais mettons qu'on a bien vendu, mais on aurait pu vendre 3 fois plus cher en 2000. Tu sais. Alors, quand on a vu les prix qui ont droppé, les valos qui ont droppé, on a comme dit, bon, ben écoute, c'est-tu un bon timing? Puis là, le téléphone s'est mis à sonner parce que comme l'industrie se met à tomber, ben, les gros joueurs ne veulent pas perdre leur part de marché et leur taux de croissance, son public, patati patata. Alors, ils se mettent à acheter et à consolider le marché. Tu sais. Fait que là, tous les 2 mois, 3 semaines, 1 mois et demi, on a un téléphone, un Américain, un Européen, êtes-vous à vendre, on veut expandre, on veut arriver au Canada, patati patata. Puis on disait toujours non, pas à vendre. Puis à un moment donné, ben pas à vendre. Peut-être qu'on n'a pas le profil du consolidateur. Peut-être qu'on est plutôt une firme, une target de consolidation. On n'a peut-être pas ça dans notre ADN d'une part, mais on n'a peut-être pas la taille non plus. Les joueurs, c'est plusieurs centaines de millions, là, les compétiteurs. T'avais-tu encore du fun à ce moment-là? Oh oui, big time. Ouais. Oh, ça, fait que c'est comme une histoire de timing plus que de ouais, genre... exact. Puis là, on s'est dit, écoute, on a fait un board meeting, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On a des appels. Une compagnie américaine, il faisait 1,4 milliard US. Une compagnie canadienne, 700 millions. Qui sont en ligne. Ça, c'est 2001? 2002? Non, 2004. 2004, OK. Ouais. Puis le board a dit, ben écoute, on a au moins le devoir d'aller voir. T'sais. Fait qu'on est allé voir, on a eu une offre américaine puis une offre canadienne. Puis l'offre canadienne était franchement moins chère, mais elle était canadienne. Puis je te l'ai dit, mon rapport avec l'argent est particulier, puis mon chum aussi. Puis on s'est dit, you know what, ça va rester au Québec, ils vont garder nos employés. Ils vont bien servir nos clients parce qu'ils connaissent la culture. Ils ont déjà des bureaux ici au Québec. Puis c'est tout cash. Puis l'autre aux États-Unis, c'était pas mal plus cher, mais ils gardaient un out de 3 ans. Moi, j'aurais été obligé de rester. Mon partenaire était déjà parti. Moi, j'aurais été obligé de rester pendant 3 ans pour faire de l'argent pour tous les actionnaires alors que je suis le seul à rester travailler. Ça me faisait chier aussi. Fait que, bref, tout ça ensemble, on s'est dit, you know what? On va prendre moins de cash. On va prendre tout le cash tout de suite. On va prendre moins de cash. Puis on va sécuriser nos emplois puis nos clients. C'est le bon move, j'ai pas de regrets. J'en ai eu moins, mais je suis bien content. Puis que ce soit cet exit-là ou une autre grosse transaction de business, là, y a-tu une de ces multiples anecdotes crunchy-là que tu veux me dropper, mettons? Ben écoute, j'en ai pas mal, des niaiseries. Je sais, mais mettons si t'en as une top of mind, mettons, là, genre. Je vais te lancer de quelque chose pour t'inspirer. Je peux pas dire qui, mais il y a un gars que je connais qui a vendu sa compagnie à un gros joueur. Puis, il y avait un earn-out. Puis, dans l'environnement, la culture de travail où est-ce qu'il était, c'était toxique. Il y avait des affaires, des styles de sexisme, puis de harcèlement, puis des... Tu sais, il était là, je veux sortir de là. Mm-hmm. Mais il y avait une partie de l'argent qui était liée à lui qui reste, un earn-out, tu sais. Fait qu'il est allé voir son nouveau manager, un moment donné, puis il a dit... Toi, tu sais ce que vous m'avez donné quand je vous ai vendu ma compagnie? Il dit, ouais, on t'a donné, mettons, telle condition, tel argent, tel poste. Il dit, non. Il dit, ce que vous m'avez donné, c'est du fuck you money. Ben là vous pouvez garder le fuck you, je pars avec le money. Puis il est jamais reparti, puis j'étais là, d'autres, c'est genre le exit le plus baller que j'ai entendu. Garder le fuck you, je pars avec le money. Fait que, I guess qu'il a sacrifié une partie de son earn-out, whatever, puis un jour, il le comptera publiquement sur le pod si j'ai réussi à le convaincre, mais genre, wow. Fait que tu sais, je sais pas, ça t'inspire-tu quelque chose? Ouais, ben, j'ai pas de fuck you money story à te raconter, mais peut-être quelque chose de... Je vais te parler de quelque chose que j'ai trouvé difficile.
OK, ouais, Je vais parler de quelque chose que j'ai trouvé difficile. Je suis parti de la business avec mon chum d'enfance. André et moi, on s'est connus, on avait 15 ans, 14 ans. Mm-hmm. Fait que c'était mon buddy, là, tu sais. Là, on avait fait tous ces rêves d'entrepreneur-là quand on était jeunes. On a rêvé de changer le monde ensemble. On a parti la business ensemble. Il y avait 21, j'avais 22 ans. Puis, tu sais, on a parti Noxent ensemble aussi. Il pilotait Noxent. On a levé du capital ensemble. Puis là, ça s'est mis à chier. Là. Ça allait pas bien Noxent parce que c'était trop avant-gardiste. Tu sais. On allait voir les clients puis ils nous disaient jamais on va laisser gérer nos serveurs par quelqu'un d'autre. Jamais on va avoir de l'équipement dehors de nos bureaux. Mais nous autres, on disait c'est ça qui va arriver. Mais jamais ça va arriver. Fait que on était comme trop avant-gardiste. Fait qu'on brûlait pas mal de cash. À un moment donné, le board call un meeting puis il dit on veut juste voir toi. On veut pas qu'André soit là. Je dis mais il dit c'est toi le CEO, on veut te voir toi. OK. Fait que je vais dans le board. Mais je trouve ça un peu étrange que mon partner n'est pas là. Puis là, dans le board, le meeting, c'est écoute, ton partner, la filiale, elle livre pas. C'est lui le responsable de la filiale. Il faudrait que tu l'enlèves de là. Là, je suis comme shit, c'est rough, ça, c'est mon partner, tu sais. Fait que, ouais, mais tu sais, c'est le bon call à faire pour la business, tu sais, puis tu dois prendre des décisions pour la business, tu dois pas prendre des décisions pour le personnel, puis ils ont toutes raison, tu sais, mais ça reste difficile à dire et à exécuter. Ouais. Puis finalement, je l'ai exécuté. Donc, je suis allé m'asseoir avec mon partner. Je disais, écoute, dude, ça marche pas. Tu sais, la filiale va pas bien. On perd de l'argent avec ça. On peut 300 000 par mois. On peut pas soutenir ça à vitam aeternam. Puis t'arrêtes pas de dire, si tu fais pas le job, qu'on te le dise. Je suis venu te le dire. Tu sais, tu fais pas le job. Puis... T'as-tu pratiqué ça dans le miroir? Non. J'angoisse juste à l'entendre. Ah non, sérieux, c'était ton chum d'enfance. Tu sais. Fait que là, il dit OK, je comprends, merci, je comprends. C'était un moment un petit peu rough. Il dit donne-moi une couple de semaines pour réfléchir à tout ça. Puis il est parti chez eux. On ne s'est pas parlé pendant 2 semaines, peut-être. Au bout de 2 semaines, il me rappelle puis il dit écoute, je reviendrai pas. Il dit le board n'a plus confiance en moi, je reviendrai pas. Je dis on t'a pas dit qu'on te renvoyait, on t'a juste dit tu feras plus ce job-là, mais tu peux faire d'autres choses en business. Il dit non, j'ai plus la confiance du board, je me sens pas bien, j'ai pas envie, fuck off. Non, mais il dit je vais vendre X% de mes actions pour pouvoir payer mes hypothèques puis être libre pendant 1 an ou 2, le temps de me retomber sur mes pieds puis tout. Okay. Fait que je reviens au board, puis là je dis au board, écoute, il reviendra pas, puis il aimerait ça qu'on rachète ses parts, une partie de ses parts pour le rendre financièrement correct, puis tout. Puis là, ils ont négocié le rachat de ses parts. C'est-à-dire, mettons qu'ils demandaient 20$ l'action, ils ont dit non, 20$, on ne rachètera pas du stock à 20$. Là, si on est pour acheter du stock, il faut le payer à peu près tel prix. Puis là, tu étais à la table, puis là, tu dis, on va négocier mon partner, là, tu sais. Puis je peux pas dire, je suis pas majoritaire, là, avec lui, bref, toujours est-il que la condition, c'était, va négocier, puis voici le prix que tu vas aller négocier. Fait que là, je suis allé me rasseoir avec mon partner, je lui ai dit, André, écoute, je peux pas te racheter tes actions à ton prix, voici le prix qu'on veut te faire. Puis là, il m'a regardé, il dit, t'es en train de me négocier ma compagnie, ta compagnie, toi, tu me négocies, moi, mes actions. Puis là, je dis comme, fuck, André, tu sais que j'ai pas le choix de faire ça, là. Je fais pas ça de gaieté de cœur, man, je fais ça parce que c'est ça l'affaire à faire. La compagnie va prendre du cash qu'on a levé pour développer la baraque, pour te racheter. Et là, pour développer la baraque, si on te rachète, il faut que ce soit une opportunité. Tu comprends ça, mais je le sais, Kim, ça se fait pas. Mais c'est ça pareil. Ça a été rough en tabarnouche, puis ça m'a coûté mon amitié. André, on a fait un deal finalement, il a vendu, puis il est parti, puis on est resté, on se parle encore, on est des bons amis encore, mais l'étincelle de He's my brother, les vrais bros, les vrais chums, ça pétait à patente pour un Christy de bout. Fait que c'est ça aussi des fois, c'est ça aussi des fois les affaires, c'est pas toujours juste des histoires inspirantes de on a fait les 100 coups ensemble, des fois les 100 coups, ça c'est à gueule. Un arrière de l'autre. Bien dit, man. J'en ai braillé une shot d'ailleurs avec ça. Moi, j'ai jamais vraiment pleuré, mais c'est non, cool c'est à ton physique, on voit que j'ai pas le genre de gars qui pleure. Ma blonde, elle roulerait des yeux en esti. Elle m'en parlait justement hier. Moving on. Non, mais pour vrai, je suis stoked que l'anecdote crunchy que tu as décidé de me dire, c'est aussi une anecdote rough puis un peu comme triste parce que une des affaires que je dis souvent en monde, c'est ça se passe, je veux pas que ça soit une fucking parade des victoires.
Parce que dans n'importe quoi dans la vie, l'entrepreneuriat, entre autres, il y a des ups and downs, puis oui, il y a des gros coups de circuit, puis des genres de headlines, de TechCrunch, ou de peu importe c'est quoi le média dans ton temps. Le journal des affaires. Mais il y a des affaires fucking tough, man. Puis genre, ça coûte quelque chose gérer d'autres humains, puis être en relation avec d'autres humains à travers ce mécanisme capitaliste-là. Puis moi, je l'ai vécu quand on a vendu Snipcart. On n'était pas alignés, les 4. Il y en a 2 qui voulaient pas tant vendre, 1 pas pantoute, puis il y en a 2 qui voulaient vendre, puis on était tous des chums, puis genre, moi, j'avais grandi en entrepreneuriat grâce à ce monde-là, puis tout. Puis là, on était dans des directions opposées, ouais. Puis j'étais là, hey man, faut que je me fight pour mon futur financier, mettons, contre du monde que j'aime, puis que genre, je pensais jamais avoir à me battre comme c'était. Puis on s'est rabiboché, puis je t'en ai parlé un peu offline, mais genre, calisse, man, je voudrais jamais revivre ça de ma vie. Ouais. Genre, pendant un bout, j'étais là, si ça change pas, pendant un bout, la seule genre de lumière qui restait de motivation, c'était, ben man, ça va genre m'aider, ça va aider la retraite de ma mère, ça va me permettre d'être ce bon fils-là que j'ai toujours voulu être. Bon, c'est good ou pas good, là, peu importe. Mais si c'était pas de ça, j'aurais dit, ma calisse de ces millions-là, dans le fond, pourquoi je suis malheureux de même? Genre, pourquoi je me réveille esti en sueur, genre, en faisant des crises de panique, puis que ma blonde, il faut qu'elle me console quand je suis tout nu dans l'appart à marcher. Genre, hey dude, on a vraiment des points communs. J'ai les mêmes problèmes d'anxiété, là. Fait que tu sais, j'étais là, genre, pourquoi je vis ça? Puis, ouais, fait que je suis juste content que tu puisses, une personne avec ta stature, mettons, ta notoriété, puisse parler aussi du fait que Chris, c'est vraiment tough, puis il y a des affaires qui on perd along the way. Mais puis c'est pour ça que j'ai accepté aussi de venir, tu sais, quand on s'est jasé la trentaine de minutes ensemble, j'ai eu cette connexion d'authenticité, je t'en ai parlé aussi tantôt. Pour moi, c'est important d'être vrai, tu sais, puis la vie est bourrée d'artifices partout, les médias sociaux, c'est bourré de gens qui sourient tout le temps, puis le succès partout, puis des belles voitures, puis des beaux voyages, puis des belles montagnes, puis des ci, puis ça. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas juste ça. Il y a ça aussi, mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi ces difficultés. On a toutes nos difficultés, on a toutes nos histoires, on a toutes nos blessures qu'on traîne, puis avec lesquelles on compose. Puis derrière ces belles photos, ces beaux sourires, ces beaux visages, il y a aussi des gens qui ont des challenges qui sont propres à leur histoire à eux. Puis je pense que d'en parler ouvertement, même dans ces challenges d'affaires-là, d'entrepreneuriat, où des fois l'émotion humaine vient te mettre des troubles dans le business, ben, d'en parler, ça fait que les gens autour se disent « Hey, écoute, ça m'arrive, c'est correct moi aussi que ça m'arrive. Puis ça m'empêchera pas d'avoir du succès un jour peut-être ou d'atteindre mes targets à moi. Parce que regardons ça, quelqu'un d'autre qui parle de ses problèmes à lui, il a quand même réussi à atteindre ses targets. Ben, je peux peut-être moi aussi croire que je vais y arriver malgré mes challenges, malgré ma personnalité, malgré mes blessures, malgré ci, tu sais. Et ça, c'est important parce que c'est ça la vraie vie. Okay, j'ai une tension en moi en ce moment, puis je vais genre juste l'exprimer ouvertement. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Puis un exemple de ça, mettons, personnel. Puis là, on se dit les vraies affaires. On est juste toi puis moi. Ouais, juste nous et deux. Quand j'étais en thérapie de groupe, man, après genre un vrai burn-out que j'ai arrêté de travailler chez Snip pendant, je sais pas, 7 mois à peu près, tu sais. Je refusais d'aller là. Je suis même trop intelligent pour aller dans une thérapie de groupe. En plus, c'est même du crissement, genre... Il y a quelque chose à propos de l'hostie nom, man, Robert Gifford à Québec, là, qui est devenu l'Institut en santé mentale universitaire, je sais pas quoi, parce qu'il y avait tellement de connotations de genre, c'est juste des coucous qu'il y a là-bas, genre à Robert Gifford. Ben, la thérapie de groupe, c'était comme un peu un hôpital le jour, c'était là-bas. Genre. Fait que moi, je me disais, calisse, man, pendant 7 semaines, chaque jour, je dormais pas là. Mais je vais à Robert Gifford. Genre, je suis rendu là, puis oh my God, oh my God, oh my God. Mais man, en thérapie de groupe, quand j'ai vu la fille de 19 ans, man, qui avait des problèmes d'anxiété, genre violents, le monsieur, man, retraité, qui était genre aliéné de sa famille, qui genre était en dépression solide, la mère de famille qui était plus capable de faire son ménage, puis qui a trouvé que c'était plus une bonne mère. Puis j'ai genre vu le man, tellement de monde souffrir, genre. Puis c'est vraiment comme contre-intuitif, mais j'ai fait tabarnak, c'est correct, dans le fond, genre, c'est universel, genre, je suis pas, genre, cassé, genre, tu sais, ça arrive à tout le monde. Ben ouais. Fait que j'ai vécu le release ou, genre, l'acceptation qui vient de quand t'entends les gens parler de leurs affaires difficiles. Fait que ça, c'est le premier bout de ma tension. Je pense qu'on devrait en parler. J'ai été un genre d'advocate de santé mentale plus que passé, mettons. Aujourd'hui, il y a comme une fucking célébration des problèmes de santé mentale, puis célébration ou genre de rituel de hey, quand tu dompes ton trauma sur les médias sociaux puis que t'es
ultra vulnérable puis que tu dis, moi, j'ai tel diagnostic, mais m'est arrivé telle affaire, t'as comme un mécanisme d'incentive d'engagement sur les médias sociaux que quand tu dis ces choses-là puis t'en parles trop puis tu overshare, t'es récompensé par de la validation, par des likes, par de l'engagement. Puis ça m'a tellement fait chier quand je me suis rendu compte à quel point que cette machine-là roulait que j'ai arrêté de faire le partage que je faisais de bonne foi, je pense, pour aider d'autres, puis me comprendre, puis me valider moi. Puis fait que là, ça me laisse dans... Je veux plus en parler. J'ai dit non à des affaires de santé mentale, genre dans les 2 dernières années. J'ai dit, moi, ça se passe à cette heure, genre, j'étais curieux de parler de santé mentale. Ouais, je comprends. Fait que comment je fais pour trouver j'ai l'impression l'équilibre entre les deux? J'ai pas envie de faire de la thérapie de groupe avec toi. mais j'aurais envie de te dire, tu sais... moi non plus, en passant, je suis pas un avocat de la santé mentale. Je me promène pas à parler à tout le monde de mes défis d'anxiété, par exemple, ou de mon insomnie, tout ça. Mais je saisis l'occasion de le faire quand ça se pointe, puis je m'en gêne pas, puis j'en parle de façon transparente quand ça arrive. Parce que je sais qu'il y a des gens comme toi qui vivent les mêmes challenges. Puis le bug, quand ça te frappe, ben si tu l'as pas vécu... Si tu n'as pas vu un ami qui l'a vécu, tu sais pas que ça te frappe. Tu sais de quoi je parle. Mais ma première crise d'angoisse en 2014, je m'en rappelle, ma première crise de panique, j'ai pas personne qui m'avait expliqué ce que c'était. Ben moi, je pensais que j'étais en train de mourir ce soir-là. Fait que le fait de pouvoir en parler à des chums autour, puis à prendre une fois de temps en temps le micro quand on me questionne, puis j'en parle, ben ça aide des gens qui disent « Ah, c'est ça! » Puis si ça t'arrive, ben, tu sais que tu n'es pas en train de mourir. C'est pas le fun, là, mais tu sais que tu vas pas mourir. Mais moi, j'avais su ce soir-là que je n'étais pas en train de mourir. Peut-être que ça serait passé différemment cette soirée-là. Puis bref, j'ai juste envie de te dire, t'en parles quand ça se pointe plutôt qu'en faire un spectacle. T'sais, moi, je n'en fais pas de spectacle. Si tu m'en parles pas, j'en parle pas. Si t'en parles, moi, t'en parler. Mais c'est ça le nugget, je pense, que je vais retirer. C'est genre, c'est pas obligé d'être une mission à temps plein. Ben, ça peut être ta mission, mais clairement, c'est pas ça que tu as envie de faire. C'est ça. Puis tu le fais pas, c'est tout. Quand l'opportunité se pointe, tu peux le faire. Fair. C'est comme mon intelligence supérieure. J'en parle jamais, moi, qu'on me questionne. Je vais te poser une couple de questions en mitraille, puis on va pouvoir finir. J'ai une question d'un de mes SaaS-pals aussi. Tu me niaises, on va pas finir avec ça. Là, non. Business. non, c'est ça, on va pouvoir parler de business, t'inquiète pas. Vas-y. Parlant de business, t'en as vu passer une puis un autre. Penses-tu que c'est légitime, ou même recommandé, de lancer une business avec l'intention de la vendre? Big time, tu sais, c'est comme pourquoi tu pourrais pas dire je veux bâtir des maisons pour les vendre, tu sais, je veux pas bâtir des maisons pour les habiter. Il y a des gens qui bâtissent des maisons pour les revendre, il y a des gens qui veulent bâtir des business pour les revendre, c'est bien parfait, tu sais. Moi, je trouve que c'est très, très legit, comme tu dis, puis je pense que ça devrait même influencer ton style de gestion, ta vision, ta façon de le faire. Ce qui est moins legit, c'est de ne pas être honnête avec ça, de dire moi je veux bâtir une business pour les 40 prochaines années, puis dans la réalité je veux la bâtir puis sacrer mon camp au plus sacrant puis mettre des millions dans mes poches. Premièrement, dire ça, c'est peut-être pas la bonne façon de bâtir une business. C'est comme si tu dis, je veux bâtir une maison bien vite avec le moins de matériaux puis le moins de cost possible, puis j'espère qu'elle va tenir le temps que je la vende puis que tu sois capable de mettre la clé dans la porte puis je m'en aille en courant. Ça, c'est pas mon style. Mais bâtir une business, parce que toi, tu dis, moi, je suis un bâtisseur, ce qui m'allume, moi, c'est de mettre les gens ensemble, les regrouper, organiser la patente, donner un coup d'envoi, la faire partir puis laisser ça à quelqu'un d'autre parce que je m'emmerde dans le roulement ou la croissance, c'est pas ma personnalité, j'aime pas ça. Hey, what's wrong with that? Fait que moi, j'ai aucun problème avec ça. Quand c'est bien fait, c'est fait avec les bonnes intentions. Puis c'est fait avec l'intention, comme je disais tantôt, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve un problème avec un paquet de monde puis qui trouve une solution à régler ce problème-là, puis il met en place une organisation à régler ce problème-là. Je fais juste applaudir. Puis si lui veut le faire pendant 3 ans, puis flipper ça à quelqu'un d'autre pour aller recommencer ailleurs après, tant mieux. Il va régler d'autres problèmes à d'autres mondes. Fait que pas de problème. Moi, le cash, je te l'ai dit tantôt, je l'ai peut-être pas dit, mais le cash, pour moi, c'est une conséquence de quelque chose que tu as fait. Alors, il y a des gens qui volent pour avoir du cash, c'est une conséquence. J'ai pas de respect pour ceux-là. Il y a des gens qui vendent de la dope pour avoir du cash, j'ai pas de respect pour eux autres non plus. Les gens qui crossent du monde pour avoir du cash, pas de respect pour les crosseurs non plus. Mais j'ai du respect pour les gens qui aident, puis les gens qui font une différence, puis qui le font avec intelligence, puis qui réussissent à construire des organisations qui font vivre des familles, qu'eux autres n'ont pas le gars de se partir des business, mais qui veulent travailler, puis ils veulent s'accomplir. Ben, ça prend des entrepreneurs qui ont cette vision différente d'organiser une patente pour faire travailler du monde, pour aider d'autres mondes. C'est beau faire ça, tu sais. Alors, j'applaudis, moi, quand il y a des gens qui font ça pour leur vie au complet, puis il y a des gens qui le font en répétition, ben encore plus hot, et ils en créent 3, 4, 10, 12 de ces compagnies-là. Wow, bravo, tu sais. Puis, bon, on applaudit, ouais. Ah, il est tellement bon, beau chemin.
Il y a quelqu'un qui en a du guts. La personne qui fait le premier clap, c'est tout le temps genre, dude, wow, who do that? Je sais pas. Alright, folks, pour février, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives, courriel, chat, SMS, DMs, tout est là-dedans. Ils sont à la recherche d'un WinDev front-end pour faire évoluer le UI/UX de leur application. La fourchette de salaire, entre 90 à 150 000 CAD par année. On cherche ici une tête technique avec un flair pour l'esthétique, puis quelqu'un d'autonome qui a déjà shippé du produit, qui est capable de le faire sans un gros encadrement rigide. Missive, c'est de la bombe comme produit. On l'utilisait chez Snipcart, on l'utilise encore chez SaSpace. La compagnie est cool, le poste à combler aussi, donc sautez là-dessus. Vous pouvez voir mon entrevue avec Phil Lehoux, le co-founder, dans le lien, dans les show notes, le lien job du mois. Sinon, vous pouvez juste aller sur saspace.com/lajobdumois avec un S sans tiret. Cheers! Justement, t'en vois plein passer des business, Serge, puis aujourd'hui, tu les finances. Right? Littéralement. Ouais. Puis, une des affaires que tu m'avais dit que j'avais trouvé intéressant, c'est, je pense que c'est à l'époque de Noxant ou Noxent. Noxent. Lever du capital de risque, puis avoir du financement pour cette innovation technologique-là qu'on est en train de faire, c'était vraiment, vraiment tough. Ouais. Parce que le monde ne catchait pas ce que tu faisais. Exact. Aujourd'hui, là, c'est toi qui es dans le rôle de déployer du capital en investissement. Ça vous arrive-tu à votre équipe aussi d'avoir cette dissonance-là de Chris, on ne catch pas genre, ce qu'ils font ou d'avoir du monde trop à l'avant-garde? Ça nous arrive un peu moins. Ouais. Je dirais que ça va nous arriver maintenant peut-être à cause de, mettons, les entreprises qui viendraient nous voir pour faire de l'infrastructure de crypto là, ou de Bitcoin ou des trucs bien compliqués dans l'intelligence artificielle pour lesquels on n'a pas d'expertise. Mais on connaît assez le langage. Fait on va peut-être être capable de surfer en haut et de comprendre assez. Mais une chose que j'ai comprise avec les années, c'est quand tu fais du capital de risque puis tu investis du capital dans des startups, tu investis d'abord dans le talent, dans l'humain. Puis ça, quand tu es l'humain qui te vend, toi, tu penses que ce que tu vends, c'est ton projet, ta business, ton idée. Mais en fait, ce que l'investisseur regarde, c'est toi. Fait que c'est toi que tu vends. Puis je savais pas ça, moi, quand j'ai cherché du capital en 2020, que c'était moi que je vendais. Je l'ai appris parce que je peux te raconter comment, je pense que je te l'avais raconté, mais j'ai vu finalement, je peux te dire aujourd'hui que c'est moi qui ai acheté, mais dans ce temps-là, moi, je pensais que c'était le projet qui challengeait. Fait que quand je rencontre des entrepreneurs aujourd'hui, c'est le même phénomène. Ils viennent nous voir avec leur projet, puis ils nous parlent du projet de tous les bords, tous les côtés. Puis des fois, nous autres, au bureau, on dit on est tombé dans le rabbit hole parce qu'on aime ça, aller dans le projet. Puis là, on part, on n'arrête plus de questionner le projet. Puis tout à coup, on a un qui donne une claque à l'autre. Hey, calme-toi. C'est-tu la bonne personne? C'est-tu la bonne équipe? Ils ont-tu le couteau entre les dents? C'est-tu des drivers? C'est-tu des builders? On est-tu en présence d'une équipe qui va faire ce qu'il faut pour que ça marche? Puis quand ça ne marchera pas, ils vont trouver d'autres choses puis ça marche encore. C'est ça qu'on veut comme partner. Puis ça, je te dirais que c'est pas facile à trouver. Il y a bien des gens qui prétendent être capables d'avoir ce qu'il faut, mais quand tu questionnes, tu te rends compte que ce feu sacré-là, il ne brûle pas derrière tous les yeux et tous les regards qui se présentent devant toi. Et c'est cette finesse-là qui est difficile. Comme VC, comme travail à faire. C'est de trouver cette flamme-là pour vrai. Parce qu'il y a une genre de sagesse qui est rendue un peu commune là, dans je pense, l'investissement en capital de risque, c'est que le taux de succès que tu vas avoir comme investisseur dans l'entreprise est faible parce que la majorité vont failer. Si le capital de risque, c'est comme statistiquement distribué. Mais le taux de succès que tu vas avoir dans des founders, ça va être plus élevé. C'est-à-dire que s'il se fait là-dessus ou elle fait un échec là-dessus, elle va en refaire d'autres compagnies. Fait qu'il faut que tu ailles identifier ce feu sacré-là pour que ton taux de succès de founder marche. Mais là, le feu sacré, ça peut être autant genre sain que malsain. C'est un sujet que j'ai abordé avec des founders récemment, d'avoir la bonne vieille chip sur l'épaule. Le chip on the shoulder, genre une rancœur, un ressentiment qui te drive. Toi, quand tu notes, est-ce que tu discrimines sur le feu sacré vient-il d'une bonne place ou d'une place un peu malsaine, genre m'a leur prouvé tabarnak? Je suis pas sûr que c'est malsain de dire m'a leur prouvé tabarnak. Moi, je pense que oui, mais en tout cas, ça dépend c'est quoi que tu veux prouver. Là, si tu veux prouver que tu es capable, je veux dire, ça peut être une bonne motivation. Quelqu'un qui veut prouver qu'il est capable, il est capable de faire bien des affaires pour prouver qu'il est capable. Puis ça, c'est peut-être pas mauvais. C'est peut-être malsain pour lui, mais c'est pas mauvais pour moi comme entrepreneur, comme investisseur, parce qu'il va déployer tous les efforts pour que la machine la marche. Mais honnêtement, c'est ce qui est le plus difficile dans le capital de risque, c'est de trouver ça. C'est tellement complexe, tellement subtil qu'on n'est pas capable d'avoir ça dans les questionnaires. Puis des fois, j'ai des jeunes dans mon équipe, ils me disent qu'est-ce que ça me prend pour devenir partner? Puis je dis, faut t'en fasses 10 000. Faut t'en fasses un méchant paquet pour qu'un jour, tu finisses par dire lui ou elle l'a.
Comment tu sais? Je le sais pas, je le sais, mais je le sais pas. Tu sais, C'est comme une intuition. ouais, c'est ça. Fait que c'est difficile parce que sinon, on serait tous dans la salle. Tous les gens dans le building ici qui font du VC trouveraient à chaque fois les bons. Tu sais, mais c'est pas ça. La statistique, c'est qu'ils vont se planter 6 fois sur 10. Tu sais. Alors pourtant, 10 fois sur 10, quand tu as fait le chèque, tu pensais que c'était les bons. Tu sais. Fait que c'est difficile de mesurer ça. Mais c'est ça qu'on cherche d'abord. Puis évidemment, après ça, tout le reste, c'est le gros bon sens. Le projet a-tu de l'allure, la business a-tu du marché? Mais souvent, c'est time sensitive, lever une round, right? Ouais. Genre, du monde sont comme, ben là, si on est pour survivre ou genre réussir à scaler sans se faire avoir par la vague du marché ou des compétiteurs, faut qu'on lève avant là. Puis, tu sais, c'est des décisions à prendre quand même dans un certain laps de temps court. J'assume, là. Je suis pas un pro, là. Fait que, comment, t'as-tu des proxys pour aller valider ce feu sacré-là? Genre, tu sais, j'ai une question de noob, c'est à quel point tu checkes des références directes ou indirectes des connaissances pour des founders qui veulent, mettons, de votre cash? On est dans 2025 maintenant. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'outils qui existent. Les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. Tu sais, on check le founder, on check qui il se tient, qu'est-ce qu'il a fait ailleurs, avant, où, quand. Il est allé sur Ça se passe. Il est allé sur Ça se passe. C'est un fidèle auditeur de Ça se passe. C'est un des premiers critères, d'ailleurs. Exact. On ne veut pas en parler parce qu'on ne veut pas dévoiler nos secrets à nos concurrents, là, mais on est souvent dans votre base de données à checker qui, quand, quoi, comment. Mais pour être honnête, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Puis c'est surtout dans l'échange. Quand tu jases avec, tu sens, t'es-tu en présence d'une personne qui est là pour les bonnes raisons. Tu disais tantôt les bonnes raisons. Pour moi, les bonnes raisons, c'est quand j'entends l'entrepreneur qui me dit ce qu'il veut, c'est changer le monde. Ce qu'il veut, c'est... Puis pas qu'il ne fait pas juste le dire, mais tu le sens dans ses yeux, dans ses propos, dans ses réactions, que c'est ça qu'il a envie de faire. Ben ça, j'aime ça. T'sais. Quand j'entends quelqu'un qui a lu 12 livres sur l'entrepreneuriat, comment devenir riche, puis comment faire de l'argent, puis comment faire des flips vite pour devenir multimillionnaire, puis c'est ça qu'il veut. Puis là, il vient me voir, puis il dit là, tout ce qu'on veut, nous autres, c'est lever cet argent-là pour se rendre à Serie A, parce qu'on veut faire de la Serie A. C'est go to Serie A. Moi, ça j'aime pas ça pantoute. Là, parce que là, lui, son buzz, il connaît tellement les rondes de financement, puis les step-up, puis les métriques des rondes de financement, puis le cash qu'à faire. Alors, c'est pas une business qu'il veut, c'est de faire du cash. Ben, tu sais, faire du cash, pour moi, ça m'excite un peu moins parce que t'en feras probablement pas. Tu fais du cash quand tu veux régler des problèmes à quelqu'un ou à du monde qui a plein de problèmes, puis tu as une maudite solution pour ces gens-là, puis là, tu vas en faire parce que tu vas régler des problèmes à des gens qui vont payer. Quand tu veux juste faire du cash, tu essaies de trouver des entourloupettes là-dedans. Ben, tu es peut-être le seul qui va en faire, mais moi, j'en ferai pas. Fait que je suis moins excité par ça. Puis ces gens-là, avec le temps, finit par les décider. Lui, il est ici de faire du cash, je suis pas sûr que moi, je vais en faire. Lui, il va en faire, moi, je suis pas sûr que je vais en faire. Fair. Une des questions que je voulais le plus te poser sur cet épisode-là, c'est as-tu l'impression que l'écosystème VC au Québec est founder-friendly? Oui. On critique beaucoup l'écosystème de VC au Québec et peut-être même... Moi, j'en entends à droite, à gauche. Ouais, peut-être même à l'extérieur du Québec, mais je te dirais, tu sais, que il y a quelque chose au Québec qu'on se dit pas assez puis qu'on n'est pas assez franc avec nous comme Québécois, là, mais on vit dans une province pauvre. Tu sais, on est pauvre au Québec. Tu sais, j'étais sûr que j'étais riche. Ouais, non, on est tous fucking pauvres. On est tous fucking pauvres. En fait, c'est ça le snippet. Ouais, mais en fait, si tu regardes la réalité, là, c'est comme si on essaie de faire une image plus simple. Là. C'est comme tu es hérité d'une grande terre avec une ferme de tes grands-parents. Là. Puis c'est ça, le Québec. C'est la petite ferme sur une méchante grande terre. Dans la grande terre, tu as un lac, tu as des poissons dans le lac, tu as de l'eau claire, tu as des montagnes, tu as de la forêt, tu as plein de ressources. T'sais. Mais tu restes que tu as une petite maison, puis tu visites 12 dans la petite maison, puis il n'y a pas beaucoup de revenus dans la petite maison, puis il faut vivre. Là, tu dis, hey, on est riche, on a toute cette grande terre-là. Fait qu'on peut emprunter sa grande terre pour s'offrir des électroménagers, puis du luxe, puis des services de docteurs à domicile, parce qu'on emprunte sa grande terre. Ben, c'est un peu ça, le Québec. T'sais. Le Québec est riche en ressources, en potentiel minier, ressources naturelles et tout ça. Fait qu'on emprunte sur notre potentiel sur notre terre, puis on investit, ou pas on investit, on la dépense littéralement dans toutes sortes de services qu'on s'offre pour jouer au grand, mais on n'est pas bien riche. Puis tu as donné des exemples de pas bien riches. Là. Ouais. Le Québec, là, c'est 8,8 millions de population. Le PIB, c'est 500 milliards. Okay? On se compare toujours à la Californie, mais eux autres, ils ont compris, les autres savent c'est quoi le capital de risque. Non, c'est juste qu'ils sont fucking riches. La Californie, c'est la 5e économie au monde. Si c'était juste l'État, là, c'est la plus grosse économie. Leur économie est plus importante que tous les pays d'Europe, sauf l'Allemagne.
Ça, c'est un État. Tu sais. Ils ont 8 fois plus de PIB que nous. Ils ont 2 fois et demi de plus de PIB par habitant que nous. On a 33 ou 35 firmes de capital de risque ici au Québec. Ils en ont 2300. OK? Les chiffres ne se comparent pas. Fait que, les gens qui disent nous autres au Québec, on est des pas bons, va en Californie, les autres, ils ont compris. Non, Chris, ils ont de l'argent. Là-bas, là, tu as 1 % du capital de risque qui vient du secteur public. Ici, c'est 52 %. OK? Fait que c'est pas la même game. Moi, quand je reçois des LP, là, du cash des LP, j'ai pas la même transaction, la même relation avec un fonctionnaire qui gère de l'argent de l'État, que c'est pas lui, le gars de l'État, c'est pas son cash, c'est de l'argent des contribuables qu'il connaît pas. Tu comprends? Le rapport avec cet argent-là, c'est pas le même rapport que quand quelqu'un met 20 millions dans ta baraque puis vient te voir puis dit hey, « Qu'est-ce que tu fais avec mon cash, mon maudit niaiseux? C'est pas la même game. Moi, il n'y a pas personne qui dit « Qu'est-ce que tu fais avec mon cash, maudit niaiseux? » C'est « Hey, je veux m'assurer que tu respectes les règles du contrat parce que, tu sais, moi, mon boss, il check les règles du contrat. C'est pas le même rapport. Managérial puis bureaucratique. C'est un autre monde, tu sais. Alors, il faut juste comprendre qu'on est pauvre, on n'a pas beaucoup d'argent. Fait que quand on en a, soyons respectueux de cet argent-là qu'on reçoit, de peu importe d'où elle vient, là, mais quand on reçoit de l'argent pour partir une start-up, il ne faut pas commencer à dire je vais prendre cet argent-là puis m'envoyer en l'air avec. Je vais prendre cet argent-là pour livrer ce que je suis posé livrer avec. Essaye de la gérer avec respect. Essaye d'être économe, de ne pas dépenser comme un comique, là, puis fais ta job avec. Puis moi, c'est ça j'enseigne, c'est ça qu'on prêche chez OQC. Là. Toute l'équipe, mon partenaire qui est là, qui me regarde, c'est tellement vrai, là, mais on pense comme ça. Nous autres, l'argent, il faut protéger ça, il faut la respecter. On a un rapport très respectueux et sain avec ce cash-là. Puis quand je l'investis dans une entreprise, ce que je veux, c'est que mon entrepreneur prenne cet argent-là, puis il la développe, la baraque avec. Puis si ça veut dire qu'il faut qu'il compresse son salaire pendant 1 an ou 2 pour réussir à faire marcher la battante, je vais l'aider autrement s'il faut, mais c'est ce rapport-là avec l'argent qui est important. Tu avais un respect pour l'argent que tu l'as comme raconté dans le début de ton storytelling, au début du pod, mais tu as été le founder aussi. Là, tu es l'investisseur, mais tu as été le founder. Oui, puis je suis encore bien impliqué dans les business. Là. Moi, je suis actionnaire. Mais mettons que tu mets dans les choses du founder, là, qui développe un SaaS, mettons, qui va commercialiser globalement, là, que c'est pas nécessairement localisé au Québec ou whatever, puis qui se dit, Chris, je devrais-tu aller lever mon cash ailleurs qu'ici au Québec? Genre, comment tu... S'il y a moins de cash ou qu'il faut être plus prudent puis que le monde sont moins YOLO avec le cash en VC au Québec, il devrait-tu aller ailleurs? Elle devrait-tu aller ailleurs? Tu comprends-tu? Honnêtement, tu sais, je vais te faire une analogie. Là. T'es-tu mieux, mettons, ça va être drôle, c'est crunchy. T'es-tu mieux de cruiser dans un bar dans ton petit village ou cruiser dans un bar à Los Angeles? T'as-tu plus de chances de pogner dans ton petit bar? J'ai pas cruisé, man. Non, mais tu comprends? On cruise plus d'ailleurs, vous êtes sur Tinder à cette heure. Mais ce que je veux dire, c'est te battre dans ton petit village, c'est des pour et des contre. T'sais, dans ton petit village, c'est plus facile. Il y a quelque chose de plus facile. C'est plus petit, c'est à plus petite échelle. Tu vas avoir du support plus facilement. Tu connais le voisin, tu connais l'autre. Il y a quelque chose de commun dans le petit village où tu peux te pratiquer facile. Tu arrives à LA, man, il n'y a pas de petit village. Tu sors sur la rue, puis tu écœures quelqu'un, tu laisses à gueule, you're dead. Tu comprends? Alors, mais en même temps, si ça marche là-bas, tu vas avoir du cash, tu parles à la bonne personne, puis tu te networks avec les bonnes personnes, tu vas avoir accès à beaucoup plus de capitaux. Alors, c'est quoi la réponse? Je te dirais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est que tu préfères. Ouais. Puis comment qu'on fait pour genre parce que là, genre, ce qui me trigger, c'est le petit village, là, parce que genre, le Québec, c'est un village ou un petit peuple, tout ça, c'est genre un langage que j'essaye le plus possible qu'on arrête d'avoir, genre. Puis je sais pas si je devrais ou pas, mais moi, ça me trigger un peu, ça me trigger. Comment est-ce qu'on fait pour la grossure, man, le village, la tarte? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y en ait plus de capital puis plus de risques, mettons? Faut juste qu'on fasse qu'on trouve le feu sacré, qu'on fasse plus de gros coups de circuit puis que ces founders-là, après, réinvestissent dans l'écosystème, basically. Comment tu fais pour faire un enfant en moins de 9 mois? Man, Georges, ça disait... C'est quoi qu'il disait déjà, Francis? Genre, tu peux pas faire un enfant avec 9 femmes par mois. Une femme chaque 9 mois. Je l'ai massacré. Tu l'as massacré, mais on a tout compris. C'est de la sagesse libanaise, vous irez voir. mais c'est la même chose en business. Tu comprends? Comment on fait dans notre société pour devenir la Californie en 10 ans? Ça marche pas. Ça prend du temps. Plus on va avoir de l'encouragement pour les entrepreneurs, puis qu'on va les aider à créer de la richesse, parce que quand ils deviennent riches, les entrepreneurs, ils ont du cash. Puis quand ils ont du cash, ils veulent en faire d'autres, puis ils réinvestissent, puis ils investissent dans d'autres startups, puis dans d'autres projets, puis dans de l'immobilier, puis dans d'autres patentes. Puis on est jeune avec le cash au Québec. Tu sais, si on recule les années 60, là, la majorité francophone québécoise là, est industrielle. C'est des travailleurs d'usine, c'est des travailleurs pour le système, l'État,
là, je veux dire. Alors, il y a peu d'entrepreneurs dans les années 60 au Québec. Après, il y a eu la Révolution tranquille. On a commencé à prendre du pouvoir. On a commencé à être dirigeant d'entreprise. On a eu le premier Québec Inc. Mais tout ça, c'est 50 ans, man, d'histoire, tu sais. Mais la Californie, là, c'est 125 ans d'histoire commerciale, tu sais. C'est des gens qui sont arrivés pour faire de la course à l'or, là, tu sais, le Gold Rush là-bas, là, tu sais. Les gens s'en allaient faire de l'argent. Alors, c'est un État, c'est un peuple, c'est du monde qui s'en allait gagner de l'argent. Fait que c'est pas le même mindset, tu sais. Ici, on est des fils d'agriculteurs. C'est pas la même game. Fait qu'on est jeunes, donnons-nous du temps. Je pense qu'on fait les bonnes choses. Je pense que le fait qu'on soit 100 à soir à parler business, à vouloir faire la business, avoir quelqu'un, 2 gars qui parlent de faire la business pour les bonnes raisons, aider les autres à trouver des bonnes solutions, puis faisons de l'argent avec ça, puis c'est cool d'en faire, puis il faut que tout le monde en fasse, puis faisons-le bien, faisons-le pour les bonnes raisons. Mais à penser comme ça, vivre comme ça, ben on va créer, on va mettre au monde une génération de gens qui vont devenir riches, mais pas juste par le cash, mais aussi la richesse du cœur, la richesse de l'humanité qui nous habite. Puis ça, moi, honnêtement, j'ai contribué à ça, man, puis je meurs en disant, you know what, je suis une petite étincelle dans le feu de paille qui a commencé à brûler au Québec. Esti, je vais mourir heureux, tu sais. T'es bon en tabarnak. Moi te le dire, vas-y, moi te le faire, moi. Non, mais prends la fleur, là. Prends la fleur. C'est bien gentil. Mais je suis sûr que ce que je viens de dire, j'ai peut-être juste le talent de le dire, mais tu le penses, puis je suis sûr qu'on est 125 à le penser à soir. Tu sais. Oh, j'ai le talent de le dire, j'ai une newsletter où je sais ça sort le vendredi. Non. J'ai justement cette newsletter-là, il y a un paquet de monde qui paye pour nous commanditer pour que j'arrête pas d'écrire chaque semaine, fait que merci. Il y a un de nos SaaS pals qui sont le monde qui supporte la newsletter, JP Score, de ton équipier, qui demande: l'investissement seed semble avoir diminué depuis 2-3 ans au Québec, après la COVID puis la bulle startup 2021. Est-ce que c'est vraiment le capital disponible qui a diminué, ou il y a juste moins de founders ou de startups qui sont game de se lancer dans un contexte plus difficile? J'aurais envie de te dire les deux. Les deux? Ouais, j'aurais envie de te dire les deux parce qu'évidemment, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, quand tout le monde fait de l'argent à la bourse, là, ton chauffeur de taxi te parle de ses placements à la bourse, puis son day trading, puis tout ça. D'Ethereum, genre ouais, de... bon, c'est ça. Fait que quand ça va bien, puis l'eau du lac monte, tous les bateaux, tout le monde flotte. Là, c'est Charles Sirois disait ça, puis je trouve que c'est une belle image. Fait que c'est un peu le même phénomène des années 2021. Là, les gouvernements imprimaient de l'argent. Là, on sort du COVID, il faut que ça parte. Là, il y avait de l'argent qui sortait partout. Alors, il y en a eu dans plein de niaiseries. Beaucoup d'argent imprimé, beaucoup d'argent investi dans plein de patentes. Fait que tout le monde lève la main pour ramasser les billets verts qui tombent, tu sais. Là, on est dans une économie peut-être plus réelle, mettons, dans un secteur, un climat économique que des gens diraient austère, mais moi, j'ai 60 ans, je dirais que c'est une économie normale. C'est correct. Là. Alors, dans une économie comme ça, là, ceux qui s'essayaient, ils viennent pas s'essayer parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Puis ceux qui y croient et qui ont ce qu'il faut sont encore présents. Puis malheureusement, les pourvoyeurs de capitaux qui ont perdu le manche ou qui en ont perdu pas mal dans les 2 dernières années sont un peu plus frileux. Ça leur tente un petit peu moins. Fait qu'ils sont un peu plus sélectifs. Avec les fundraise pour les joueurs en VC, l'argent vient tout du gouvernement. Fait que là, le gouvernement a décidé de comprimer un petit peu ses affaires. Puis dit, j'en vais pas en créer 22 autres fonds. On va plutôt me concentrer sur ceux que j'ai là. Puis ils viennent tous me voir pour donner des 2e et des 3e fonds. Fait que, bref, la réponse, c'est un oui des deux bords. Oui, ça s'est serré un peu dans le climat des VC, moins de cash, moins de fundraise, moins facile. Puis oui, il y a moins d'entrepreneurs qui viennent essayer. Il y a plus d'entrepreneurs qui vont se bootstrapper avant d'essayer. Puis c'est bien tant mieux parce que quand ils se bootstrapent, là, ils ont en bonne attitude puis ils développent les bons réflexes. T'sais. Les bons réflexes, c'est de faire attention à l'argent, pas à dépenser comme des caves, puis prendre ses ressources, puis les mettre aux bonnes places, travailler aux bonnes choses, faire arriver les affaires. Puis ça crée des entrepreneurs bien plus forts. Fait que moi, je te le dis, les entrepreneurs qui bootstrap maintenant, puis qui travaillent, puis qui hustle maintenant, c'est eux autres qui vont faire des méchants scores dans 3 ans. Ceux qui ont ramassé le cash qui tombait facile en 2021, on n'en entend même plus parler. Okay, ouais, ils ont pris le cash, ils sont partis, ils font leur vie de nomade entrepreneur avec regarde-moi comment je suis beau avec ma van life quelque part perdue aux États-Unis. C'est pas les entrepreneurs, c'est les chanceux, ça. Okay, les entrepreneurs, ils sont dans la rue actuellement, pas dans la rue, dans leur sol, puis ils build des business, puis ils sont en train de parler avec des clients, puis ils t'écoutent à soir à 2 h du matin parce qu'ils n'ont pas le temps, puis ils font de l'insomnie, puis ils vont écouter si ça se passe. Oh, merci. On en fait-tu en mitraille pour aller vers notre closing? Ça te tente-tu? Ouais, moi je suis ici jusqu'à minuit si tu veux. Ouais, mais il y a du monde qui va vouloir aller aux toilettes, vouloir prendre un autre verre. Il y a quelqu'un qui me fait signe dans le fond là-bas. Non, c'est pas vrai. Comment tu fais pour générer du deal flow pour AQC?
Ça, c'est une maudite bonne question. C'est un struggle qu'on a tous les jours. Nous autres aussi, hein, les gens pensent que, tu sais, un VC, wow, 77 millions, vous êtes une grosse business. Non, c'est une toute petite business, tu sais. Faut faire la mathématique vite. Là, la plupart des VC, la règle, c'est 2 %. Fait que, pensez, c'est un fonds de 50 millions fois 2 %, c'est 1 million. Ça veut dire que c'est une business d'1 million. Alors, nous, on a une business de 1,7 million, 1,8 million, mettons. Fait que c'est pas une grosse business. Alors, on n'a pas beaucoup d'argent en marketing, on n'a pas beaucoup d'argent en exposure. Alors, on fait ce que tout le monde fait. On fouille dans LinkedIn, on appelle, on envoie des mails. Puis là, c'est ainsi, on est vraiment en big time, en sourcing qu'on appelle. Donc, on très actif. On a tout reprogrammé notre système à l'interne pour se doter d'outils. On a tout développé notre système d'opération sur Airtable, nous autres, à l'interne. Ouais. Puis, parce que c'est du low-code, no-code. Là, fait que ça nous permet d'être très agile. Puis de pas passer par une firme, exact. mettons. Puis pas attendre midi à 14 heures pour avoir un feature de plus. On le fait le matin même, puis on a le feature deux minutes après. Là. Fait que, puis on a tout adapté notre patente pour être plus agile donc en téléprospection, là, mais c'est plus de la télé, c'est de la télé de la distance, là, mais à travers LinkedIn, on envoie des mails, hey, j'aimerais ça aller prendre un café avec toi, te raconter ce qu'on fait, voir ce qu'on peut t'aider, puis the old-fashioned way, man. Puis on crée, juste cette semaine, je suis super content de notre équipe, on a déjà lancé un paquet de perches, puis moi-même, j'ai booké 3 cafés cette semaine avec des gens que je connais pas. Je me dis, je connais pas ces gens-là, je vais leur dire qui je fais, ce que je fais, qui je suis, où est-ce qu'on s'en va, comment je peux les aider. Première question que tu demandes à quelqu'un, c'est comment je peux t'aider, tu sais. Parce que si tu t'en viens pour l'aider, puis tu peux vraiment l'aider, ben il va vouloir t'aider lui aussi. Puis après, il va te demander comment je peux t'aider toi aussi. Puis là, tu dis, c'est quoi, moi je cherche des entreprises dans lesquelles je peux investir. Ben là, ça vient de créer un ancrage. J'espère que vous avez de la bande passante dans l'équipe parce qu'après que le pod sorte, ça va être fou. Venez-vous-en, on a de la bande passante, on a du cash, puis on est là pour faire des deals. Alors, les bons deals, on va les écouter. Les moins bons aussi, mais on va vous le dire après que c'était pas bon. OK, en rafale, si tu avais à identifier la plus grande différence entre l'entrepreneur que tu étais dans les 90s versus aujourd'hui, ce serait quoi? L'entrepreneur 90s était naïf, très naïf. Alors, parce qu'il était naïf, il était complètement fou, prêt à faire n'importe quoi. Maintenant, l'entrepreneur que je suis, il a sa réputation, il a sa notoriété, il a du cash. Donc, il est plus frileux, il est plus peureux, il est plus conservateur. C'est parfait aussi parce que, tu sais, je prends des décisions différentes. Ben ouais, je prends des décisions différentes. Puis ça prend ça aussi. Tu sais, ça prend des gens comme moi qui est maintenant plus system-driven. Quand j'avais 25 ans, j'étais people-driven, big time, puis tout ce qui comptait, c'est d'avoir du fun puis de gagner. Maintenant, ce qui compte, c'est de créer des choses qui vont être pérennes, des choses qui vont durer dans le temps, qui sont solides, puis qui font les... Alors que quand j'étais TQ, ce que je voulais, c'était gagner, puis that's it, tu sais. Alors, c'est parfait parce que dans la vie, on a besoin, tu as dit, les saisons de la vie, on a besoin de toutes ces couleurs-là, tu sais. Puis c'est ça. La grande différence aujourd'hui, je suis un petit peu plus sage. T'es dans la saison grise. Ouais, saison grise. Je t'agace. Moi, j'en ai encore des cheveux. Moi, j'ai même pas de couleur. Hey dude, ça me donne l'occasion de faire une plug. Dans le fond, moi, j'étais allé chez le barbier. Ah ouais? Un barbier albanais, mais c'était un Mexicain qui me coupait les cheveux. Il parlait pas français à moitié. Tu sais, moi, je viens de Québec, hein, fait que c'est très multiculturel pour moi. Ouais. Mais blague à part, je suis rentré là, je disais, avez-vous du temps? Puis tout, ils disent, on fait juste ça, des walk-ins, assis-toi, genre. Tu sais, c'était très rough around the edges, genre. Je suis sure, man. Puis là, je m'assois dans la chaise, le gars, il est pas capable de me parler en français, à peine en anglais. Puis je dis, ben, rien, là. Serge Beauchemin, j'ai une rencontre avec lui ce soir. What the fuck? Non. Fait qu'il m'a fait la meilleure, man, coupe de cheveux puis de barbe adolescente que j'ai eue depuis je sais pas combien. Ça m'a coûté juste genre 30 quelques piastres. Je suis parti de là, j'ai donné un gros tip, c'était sur... Fuck, je le mettrai dans les show notes. Mais genre, sérieux, là, petite shop. Puis je me disais, en sortant de là, je me suis dit, Chris, man, il y a des business plus compliqués que d'autres. Genre, lui, man, c'est 4-5 chaises, man. Les gars, ils étaient de même, les pattes sur le comptoir de barbier. Ils disaient, putain, soir-là, c'est correct. Genre, écoutez la game de soccer. C'était malade, man. Ouais. J'ai vraiment aimé mon je t'écoute, expérience. Frank, puis j'ai envie de te dire, puis je pense qu'on est une centaine dans la salle à vouloir te dire la même chose. Ça doit pas être bien difficile de faire ce coupe de cheveux-là. Là. Non, mais dude, je peux pas dire le nom de mon barbier à Québec, mais genre, si t'écoutes ça, genre, des fois, t'oublies une coupe de poêle, man. Ah, oui, c'est okay. genre, justement, man, câlisse. Comment t'as pu faire pour oublier une coupe de poêle, tu sais? Si t'en oublies un, on le voit, tu sais. Un poêle pour le remarque. Alright, man, on a fini notre chapitre pilosité, tout le monde.
Qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi aujourd'hui? Faudrait le demander à mon staff, mais je pense qu'il dirait probablement je suis fucking exigeant pour moi, donc je suis fucking exigeant pour les autres. Puis ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai de la difficulté à composer parce que je suis vraiment très exigeant pour moi. Tu sais, je me donne pas beaucoup de place à la paresse, ni intellectuelle, ni nulle part. Je suis tout le temps sur le gun. Fait malheureusement ou heureusement, mais ça se transpose aussi dans mes relations avec mon staff. Tu sais, puis je leur demande pas nécessairement de faire X, Y, Z comme un tyran, mais comme je me le demande à moi, puis il le voit aussi, bien, quelque part, ça impose aussi un certain rythme, une certaine façon de travailler qui, parfois, je pense, peut être difficile pour mon équipe. Alors, je m'excuse, gang, c'est juste comme ça que je suis. Je fais pas ça pour faire chier personne, mais je sais que cette intensité, parfois, peut se transposer. Alors, faire de la friction, mais... Ouais, peut-être. Je pense pas je pense qu'on a réussi à créer un climat de travail vraiment cool. Mais tu me dis, qu'est-ce qui peut être difficile de travailler avec un gars comme moi? Je pense que c'est ça. Mon intensité... des fois, t'es peut-être pas la même intensité, toi, puis là, côtoyer un gars intense comme ça, des fois, ça peut te donner le sentiment de dire, là, je dois pas être correct, j'ai pas la même intensité, ou je dois en faire plus parce que lui, il est tout le temps de même. C'est peut-être ça qui est difficile. Okay. Comment vous utilisez l'intelligence artificielle dans ton équipe ou toi, mettons? L'utilisez-vous pour du deal flow, pour autre chose, des process à l'interne? Ouais, pas tant pour du deal flow. On l'utilise peut-être pour... Là, on a commencé pour le fun à le faire en disant, on se fait un pitch deck, puis on demande à ChatGPT, pogne le pitch deck, puis fais-moi un sommaire. Puis on check voir si le sommaire est bon après. Puis on dit, non, c'est pas si mauvais que ça. Fait que on explore. On explore davantage qu'on utilise vraiment. On est comme tout le monde, on l'utilise pour faire des synthèses de textes. On l'utilise pour vérifier nos propres textes, nos affaires, voir s'il peut pas faire une version plus courte d'un texte trop long ou réécrire un texte qui est mal écrit parce que c'est pas tout le monde qui sait bien écrire puis le réécrire correctement. Tu sais. Fait que je pense que ça, c'est, je dirais, la commodité chat. Mais on découvre d'autres trucs. Tu sais, là. Moi, j'ai utilisé beaucoup Perplexity pour de l'analyse de données. Je trouve qu'il est plus deep que chat pour justement l'analyse de rapports puis faire des comparaisons de données puis tout ça. Fait que il va y avoir chacun de ces intelligences artificielles-là va avoir leur personnalité entre guillemets puis on va probablement utiliser plus qu'une de ces plateformes-là avec le temps pour différents jobs. Stéphane, je pense, ou quelqu'un aujourd'hui me disait au bureau qu'il y a des applications qui te permettent de poser une question, un prompt, puis qui va l'envoyer à 6 interfaces ou 6 plateformes, puis qui les ramène les 6 à la même place, puis tu peux les 6 réponses, comparer celles que tu aimes le plus. Tout ça. Alors, je pense que c'est en ébullition, tout ça. Là. Il y a 24 mois, on commençait, il y avait des early adopters qui parlaient de l'intelligence artificielle, puis tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas personne qui touche pas à ça. Là. En fait, tout le monde touche à ça tous les jours. Je pense que c'est en évolution. Ça va faire comme tout le reste, une vitesse de fou. On va falloir suivre ça rapidement. Ça va s'imbriquer partout rapidement. Et fondamentalement, ça va changer notre rapport avec la machine. C'est certain pour la vie. Dans 5 ans, c'est clair que le monde va être différent. 100%. On est rendu aux shameless plugs. Et après ça, on va prendre 3 questions maximum, s'il y en a qui veulent en poser. Puis après ça, on va aller boire un verre, chiller un petit peu. All right, cool. T'as-tu quoi que ce soit à plugger? Du monde que tu veux rencontrer, des emplois ouverts, mettons, chez AQC ou ailleurs, n'importe quoi. Ben, c'est clair que je pense que je l'ai plugué subtilement, là, je vais le plugger clairement, là, mais chez AQC Capital, on a de l'argent à déployer. On cherche des entreprises qui sont à la recherche de capitaux, n'importe où entre, je dirais, 200 et 1,4 million comme chèque initial. On cherche des entreprises qui ont des ambitions, on va dire, nord-américaines, donc ils veulent sortir du Québec là ou très prochainement. Leur clientèle est nord-américaine, donc je ne cherche pas juste à conquérir le Québec, mais vraiment la planète nord-américaine. On est vraiment dans cette bulle-là. Alors, tous les entrepreneurs qui ont des plans de croissance rapide. Puis ça, c'est quelque chose de bien important à comprendre. Puis je prends une petite seconde pour l'expliquer. Là. Mais allez pas voir un VC avec un plan d'affaires dans lequel vous faites 1 million cette année, puis dans 5 ans, vous allez faire 2,4 millions. OK? C'est un maudit beau plan pour toi. Même si, by the way, c'est pas un mauvais plan, c'est un excellent plan pour toi, mais un VC, ça marche pas. Parce que les VC, nous, ce qu'on a besoin, c'est de rentrer puis de sortir dans une fenêtre d'à peu près 5 à 7 ans max. Puis on a besoin de rentrer, faire un chèque, un deuxième chèque, un troisième chèque, puis sortir ici, là, au 4e. Puis quand on sort de là, il faut que ce soit un chèque mauditement significatif. OK? Parce qu'il faut que ça paye pour toutes les autres fois où on va se planter. Hein? Je l'ai dit tantôt. Alors,
comme on va se planter souvent, ben, le chèque qui va sortir. Alors, chaque fois qu'on fait un chèque, on veut que ce soit un play dans lequel on a des chances de passer à la caisse et faire 20-25 millions. Tu sais. Mais le 20-25 millions, malheureusement, on ne le met pas dans nos poches parce que 25 millions sur un fonds de 77, il faut que j'en fasse 3 juste pour rembourser le cash. Je n'ai pas encore fait de l'argent. Tu sais. Fait que ça en prend de ces bébelles-là. Alors, bref, quand tu vas voir un VC, il faut que tu aies un plan d'affaires dans lequel tu veux vraiment t'engager à faire de la croissance, puis d'une vraie croissance significative. S'il y en a dans la salle, c'est ça leur game plan. Si vous avez une business qui a un potentiel de croissance sérieux, ou vous voulez vous engager sur le chemin de la croissance, vous avez du cash, vous avez besoin de cash pour y arriver rapidement, parce que si tu ne le fais pas sans cash, c'est plus long. Si tu le fais avec cash, c'est plus vite. Ben, si tu as ce langage-là, lâche-nous un coup de fil. Serge Beauchemin, tu peux me rejoindre sur sb@oqccapital.ca. Tu peux rejoindre n'importe qui de mon équipe en allant sur LinkedIn en cherchant OQC Capital. Tu peux m'appeler sur mon cellulaire 514-570. J'ai le même cellulaire depuis 40 ans. Ouais, bref, tu peux m'appeler n'importe quand, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Si tu m'appelles, me dis des niaiseries, m'a t'engueuler. Si tu m'appelles faire de la business, je vais être content. OK? Si je t'envoie des memes... je vais être moins content. Mais non, tu peux m'envoyer des memes aussi. Mais ce que je veux dire, c'est on est open for business. Parfait. Puis tu veux faire de la business, on est là, on est sérieux, on va t'aider. Puis si on ne peut pas t'aider, on va te référer aux bonnes places. Parfait. Bref, c'est ça. C'est ça ma plug que j'ai envie de te faire. Excellent. Serge, merci beaucoup. Hey, grand plaisir. Anytime. Là, il va y avoir des questions, 3-4 questions. Mon seul regret, c'est que ça a duré juste 1 heure. Non? Ça en plus, on a dépassé. Tu me réinviteras pour la part 2. Oui, man, peut-être. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser une question? Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Là, il y a Joël, la directrice marketing en chef de Ça se passe, qui se déplace vers là-bas. Tu veux poser une question, Joe? Faut qu'elle va superviser. Écoutez, évidemment, il y en a qui sont peut-être là, qui disent « Ah, shit, poser une question, c'est à l'autre bout de la place. » Je vois une personne se lever, prends ton temps. solide. All right, vas-y, go. Ah ouais. Ton nom, ta question, on fait ça rapido. JD Caron. Frank me connaît un peu, Serge un petit peu. Mais c'est ça, je suis un observateur d'écosystème en ce moment pour avoir observé, dans le fond, Frank, ce que tu construis, Serge, ce que tu as fait avec Alias Entrepreneur, puis un peu, justement, quand tu es dans du capital de risque, c'est être un peu plus en mode méta. Puis là, je vais utiliser un mot anglophone, je ne sais pas s'il existe super bien en français, mais ce serait quoi ton insight ou ta perspective d'observation que tu as développé à travers les années, justement, d'être dans l'écosystème et la nouvelle perspective d'information que tu as sur ton écosystème? Genre, comment justement le bonifier? Là? Tu dis, on a une petite cabane avec des grosses ressources, mais comment faire que cette cabane-là est mieux construite, puis on en fait des meilleures, puis c'est quoi ta perspective sur ta nouvelle perspective là, la plus parce que tu sais le monde change là, puis là tu en as tout le temps des nouvelles. Fait que that's it, c'est un peu un mélange de justement pas regarder l'entrepreneur, mais regarder justement plus l'environnement qu'on a. Non, c'est nice. Yep. Ouais. T'as-tu de quoi, Serge? J'ai toujours de quoi dire, moi. Je dirais, tu sais, je regarde, mettons, il y a 30 ans, 40 ans, quand j'ai commencé en affaires, on parlait peu d'entrepreneuriat chez les jeunes. Tu sais, on parlait de si tu veux faire de l'argent, il faut que tu sois médecin ou avocat, comptable. L'entrepreneuriat, c'était pour les gens de construction puis les malhonnêtes. Tu sais. Puis aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est une belle job. Tu sais, alors, je trouve qu'il y a un beau grand bout de chemin qui a été fait. Je trouve maintenant que c'est le fun aussi. On a été capable de commencer à démoniser l'argent, si le terme existe. Là, on a été longtemps à croire au Québec qu'avoir de l'argent, c'est pas bien. Puis faire de l'argent, c'est pas bien. Puis les gens qui ont de l'argent, c'est peut-être des crosseurs. Puis là, on est dans une phase adolescente avec l'argent. C'est-à-dire que c'est pas vrai que c'est tous des crosseurs, ceux qui ont de l'argent. Puis c'est pas vrai que l'argent, c'est de la merde. Puis c'est correct d'en faire. Puis c'est correct d'en générer. Puis c'est correct Là, on commence à se poser des questions. C'est comment c'est correct d'en générer. Fait que c'est déjà, tu vois, on commence à améliorer. Alors moi, j'ai envie de te répondre que ce qui commence à changer, c'est cette culture entrepreneuriale qui commence à traîner des belles valeurs dans le capitalisme, qui n'est pas juste s'enrichir au détriment de tout le monde puis dans n'importe quelle condition, mais plutôt de créer de l'abondance puis de la richesse, puis d'en profiter au passage, mais d'en créer
pour que tout le monde en profite, puis ultimement que notre société soit plus riche. Ces valeurs-là, je ne suis pas le seul à les promouvoir. Là. Même si c'est moi qui en parle ce soir, vous le savez, vous l'entendez ailleurs plus souvent qu'autrement. Alors, ça fait du bien. Puis je regarde l'avenir avec beaucoup d'optimisme à cet égard. Puis maintenant, en termes d'écosystème, je pense que c'est le même phénomène qui se passe aussi. Il y a eu des vagues dans l'écosystème. Puis là, j'ai l'impression qu'on se resserre un peu, puis on revient sur des valeurs plus traditionnelles. C'est pas normal qu'une business vaille 20 fois ses ventes de 100 000 ou de 200 000, puis que personne ne se pose la question qu'est-ce qu'elle va faire dans 4 ans. J'ai des entrepreneurs qui viennent me voir, on a 500 000 de ARR, on vaut donc 12 millions parce qu'en Californie, les entreprises, ils valent 22 fois leur vente, mais 22 fois leur vente de 10 millions d'ARR qu'ils ont fait en 2 ans. Là, toi, ça fait 8 ans, tu es rendu à 500 000, puis tu penses que tu vaux aussi 22 fois. Il n'y a pas de logique. Mais tout ça, ça commence à être crashé, à crasher avec la réalité, puis les gens commencent à parler réellement des vrais chiffres, des vraies affaires, des vraies conditions, des vraies valeurs. Alors moi, je suis content de voir ce retour à la réalité, puis de voir peut-être une promotion plus noble et plus, peut-être noble, c'est un grand terme, mais plus saine des valeurs capitalistes, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Là, on a beau chier sur le capitalisme puis dire le capitalisme. Je ne suis pas sûr que ça me tente. À vrai dire, je suis pas mal sûr que ça ne me tente pas de vivre dans le socialisme pur puis ni dans le communisme pur. Alors, dans les 3 grands systèmes, là, je te dirais que le capitalisme, c'est quand même celui qui a permis les plus grandes expansions de la qualité de vie sur la planète. Là. Malheureusement, ça a aussi permis des abus, là, comme dans tous les autres systèmes. Mais il reste que dans celui-ci, c'est le système dans lequel moi, je suis parti de la pauvreté. Puis aujourd'hui, je suis capable de dire que je vis bien parce que le capitalisme a permis un petit cul dans un milieu pauvre de s'en sortir de belle façon puis d'aider sa communauté. Alors, ça reste un beau système. Puis je pense qu'on est là. T'sais. Alors, je suis très optimiste. Je pense qu'on arrive à l'adolescence dans la gestion du capitalisme ici au Québec. Puis je pense qu'on arrive avec un niveau de maturité pour garder le capital de risque qui est juste opportun et parfait pour ce qui s'en vient. Merci. Excellent. Est-ce qu'on aurait une autre question? On va en prendre 2 autres, 2, 3 autres, 2. Moi, j'ai envie d'aller aux toilettes bientôt. Ton nom, ta question, on fait ça court. Mathieu Lachaine. Serge, dans les 28 entreprises dans lesquelles vous avez investi, y en a-tu une il y a un modèle d'affaires qui a été que vous avez trouvé vraiment brillant, que vous aimeriez nous partager? Puis, au final, ça a-tu marché? Évidemment, si c'est un modèle d'affaires brillant que j'ai envie de te partager, c'est parce que ça marche. puis j'ai envie de dire j'en ai 2 en tête là, qui sont des business intelligentes. Là. Puis là, j'ai mal saisi ta question. Tu as dit 28. C'est vrai que tu parles de mes investissements dans un QC, pas mes investissements personnels. Puis moi, j'étais parti dans mes investissements personnels. Tu peux répondre les 2 si tu veux. Ouais, je vais répondre aux 2. Tiens, je te dirais que dans mes investissements personnels, je suis actionnaire de Dévolution, de compagnie de la Valtrie. Insane compagnie. Ouais, David Hervieux qui gère ça. Tu devrais inviter d'ailleurs. David, c'est un chic type. Maxime Trottier est venu sur le pod. Ah ouais? Il est partner aussi à Star, puis je pense CMO, quelque chose. CRO. Ouais. Et je connais bien Maxime aussi. Mais David, c'est tout un bonhomme. Mm-hmm. Ceci étant dit, j'aime beaucoup David pour sa vision Infinite Game. David, c'est comme s'il avait écrit le livre de Simon Sinek. Là, qu'il l'a pris de James Cars, mais là, ça, on se reparle. On ne parlera pas de tout ça, là, on n'a pas le temps. Mais ce que je veux dire, David l'avait peut-être probablement même pas lu, mais c'est... Excuse-moi, je suis dérangeant en esti, man. Pas de bon sens, un gamin. Mais ce que j'aime beaucoup de David, c'est cette conscience de dire, you know what, moi, je veux bâtir une business qui ne va pas mourir, puis qui ne va pas se vendre, puis que je veux continuer la long run game, puis il pense comme ça, puis il bâtit sa business comme ça, puis c'est pas nécessairement fashion, tu sais. Ce qu'on entend beaucoup parler, on en a parlé même toi puis moi tantôt, de bâtir une business, c'est correct de la bâtir pour la revendre, puis c'est ça qui est fashion dans l'entrepreneuriat, là, c'est les quick flips, tu sais, comme dans l'immobilier aussi, pendant quelques années, c'était les flippers, les quick flips, puis alors, mais David, lui, il est à contre-courant un peu, c'est je bâtis une business pour qu'elle me dure, puis qu'elle va me durer après moi, puis... moi, ça, c'est différent comme modèle d'affaires, puis j'applaudis, il devrait en avoir plus, des gens qui pensent à long terme pour bâtir des trucs à long terme qui vont durer longtemps. Alors, bref, ça, c'est un modèle d'affaires différent. J'aime ça. Dans mes business, je parlerais de Puzzle Medical. Tiens, je trouve que ça, c'est une belle entrepreneur, une jeune femme, à peine 30 ans, tout juste peut-être,
Ça, c'est des devices pour le cœur, c'est exactement, ça? exactement. On a une couple de VC à avoir joué dans ce game-là, puis à être présent dans cette entreprise-là. Puis c'est une belle patente. Dans le sens, c'est des jeunes qui ont, ou je pourrais parler d'EthnoCare, même affaire, c'est des jeunes qui ont vu un problème dans une industrie dont la solution est vieillotte, puis que personne ne l'a challengé. Eux autres sont arrivés, ils ont dit des pompes cardiaques, c'est gros comme un plat Tupperware là, qu'on te met sur la poitrine quand ils font des opérations à cœur ouvert. C'est pas de bon sens qu'en 2020, on ait encore ces patentes-là, mais crime, c'est le cœur. Fait qu'il n'y a pas personne qui a voulu réinventer ça parce que, oh my God, ça marche, puis c'est le cœur, on ne touchera pas à ça. Puis ces jeunes-là, on dit, hey, you know what, il y a peut-être une autre façon de faire ça, plus moderne et tout ça, puis nous, on va s'attaquer à ça. Puis ça, je trouve ça tellement hot, que des jeunes d'ici décident de révolutionner des secteurs traditionnels dominés par des méchants gros joueurs sur la planète, mais ils sont tellement endormis parce qu'ils font tellement de cash qu'ils ne regardent pas ce qui se passe autour. Puis là, cette petite pousse-là québécoise qui fait ses pièces ici à la main, qui a acheté des machines parce qu'elle n'est pas capable d'avoir les pièces assez vite. Elle a acheté des machines, puis ils les font in-house eux-mêmes pour être capable d'arriver à développer une petite affaire gros comme mon petit doigt qui rentre dans une artère à travers la cuisse, puis s'en va. C'est insane ce qu'ils font. Allez lire sur Puzzle Medical, vous allez voir, c'est vraiment capoté. Mais ça, je trouve ça le fun parce que ça, c'est de l'entrepreneuriat innovant, créatif, exactement ce qu'on devrait faire plus au Québec. Je le disais tantôt, de trouver des problèmes, un paquet de monde, là, dire, il y a un paquet de monde qui souffre d'un problème, puis moi, je vais trouver une solution à ce problème-là. J'en parle, ça me fait triper. Les entrepreneurs qui viennent me voir avec ça comme opportunité, wow, puis il n'y en a pas assez. Ça, soyez les meilleurs entrepreneurs, c'est les gens qui ont cette sensibilité de trouver des gens qui souffrent quelque part, puis trouver une solution à ces gens-là. Jade et son équipe le fait super bien. Puis il y en a d'autres dans nos 28 compagnies. Je parle de Marc-Antoine, mettons, de EthnoCare, les 3 jeunes ingénieurs. Ils se disent, hey, qu'est-ce qu'on fait comme business model? Puis il y en a un là-dedans, ma mère est amputée, elle porte des prothèses, puis c'est un paquet de troubles. Ça a été mal pensé, puis c'est encore de même. Puis donner un exemple, une prothèse qu'on porte au mollet ici, là, juste en dessous du genou. C'est un truc en silicone, puis là, tu transpires. La transpiration se ramasse dans ton truc en silicone, puis là, 2 fois par jour, il faut que tu le pognes, tu vides la transpiration. C'est pas chic, mais les gens ne savent pas ça, mais quand tu portes ça, tu le sais, hein, puis c'est pas le fun, Puis eux autres ont dit, on va régler ce problème-là pour tous ces gens-là, parce que les compagnies qui ont fait ça, ils ont fait ça il y a 20 ans, puis il y a 20 ans ou 30 ans, personne ne se sacrait, pensait au confort, tout ça, on pensait à la fonction. Les jeunes ont inventé une patente qui fonctionne bien, mais qui est nice, qui est belle, qui est cool, puis qui fait la job. Ça, je trouve ça le fun. Des entrepreneurs qui règlent un problème, puis qui ont ça, ils sont dans 30 pays en date d'aujourd'hui, à vendre leur patente partout. Quand ils ont commencé, c'est pas sexy, c'est pas du software, c'est pas du SaaS, c'est une prothèse. Non, mais c'est cool. Wow, ils règlent un problème réel pour un paquet de monde avec des nouvelles technologies, avec de l'audace, la créativité. Je pense que si je peux vous encourager à être audacieux, créatif, puis régler des problèmes, puis on est 150 à penser de même, on va avoir des maudites belles business. Insane. Une dernière question, puis après ça, on break pour vrai, promis. Ton nom, ta question, on garde ça court. Salut, moi c'est Maxime. Et tu as dit que dans 5 ans, le monde aura complètement changé avec l'intelligence artificielle. Penses-tu que ça va permettre de garder un écosystème ouvert à la compétition ou est-ce qu'il y aura plus de monopoles? Et pourquoi? Nice question. C'est une très bonne question. C'est difficile de répondre avec précision. Je donnerais ma perception. Quand je dis que le monde ne sera plus pareil dans 5 ans, c'est parce que moi, j'ai vu, de mon âge, j'ai vu arriver le fax. Hein? Ça n'existe plus, mais quand le fax est arrivé, les gens ont dit hey, le monde ne sera plus jamais pareil depuis que le fax est arrivé. Puis on a eu raison. Le monde a évolué grandement à cause du fax. C'était une technologie incroyable qui a eu un impact majeur dans le monde des affaires. Puis ça a duré 20 ans, genre. Puis après ça, il y a eu une autre technologie qui est arrivée, le CD, par exemple. Puis là, le CD, my God, le CD, on peut mettre tant de données sur un petit disque de plastique, ça va changer le monde, ça a changé le monde. Mais le monde a changé, il y a d'autres choses qui sont arrivées, on a évolué. Quand il y a un changement majeur dans un écosystème, le changement génère des nouveaux besoins. Tu comprends? Parce que ce changement-là gère ou règle des problèmes, mais parce qu'il règle ces problèmes-là, il y a des besoins nouveaux qui émergent par ce changement-là, par exemple. Un exemple rapide, l'intelligence artificielle, je dis que ça va changer la vie, mais déjà aujourd'hui, on commence à comprendre que prompter,
c'est un art. Tu sais, là, il y a des gens qui sont meilleurs prompteurs que d'autres, puis il y a des gens qui... Ben, ceux qui commencent à se questionner sur comment bien prompter tout, ben, eux autres ont déjà commencé à vivre dans le monde prochain. Puis ils vont peut-être pas vivre bien longtemps dans le monde prochain parce qu'il y a déjà des smart qui sont en train de dire on va développer des intelligences artificielles pour mieux prompter des intelligences artificielles. Tu sais. Bon, tu vois ce que je veux dire? Alors, dans 5 ans, le monde va être différent. J'ai pas vraiment d'idée comment ça va être parce que ça va à une vitesse de fou. Mais une chose est certaine, il va y avoir encore des besoins qui ne sont pas des besoins qu'on connaît aujourd'hui, mais qui vont émerger de ces changements-là. Puis il va y avoir encore des entrepreneurs, des Maximes, il va y avoir encore des gens qui, dans 5 ans, vont chercher à dire comment je peux régler ce nouveau problème-là avec la technologie, avec les robots, avec l'intelligence artificielle ou avec d'autres outils. Mais le deuxième volet, tu as dit, est-ce que ça va favoriser les monopoles ou les oligopoles? Comment tu as dit ça, en tout cas? Monopole. Les monopoles, voilà. J'ai tendance à dire que il y a un problème dans le système capitaliste qu'on vit actuellement, c'est que ça permet à des gens de concentrer beaucoup de richesses dans un petit peu de monde, tu sais, pas beaucoup de monde. Et le bug avec ça, ben, cette richesse-là permet beaucoup, beaucoup de pouvoir aussi, tu sais. Alors, je suis un petit peu inquiet parfois, tu sais. Je suis un petit peu inquiet de me dire, ben, l'humanité s'en va où, là? Parce que, tu sais, si on recule il y a quelques centaines, quelques milliers d'années, quand il y avait trop de pouvoir dans peu de gens, ben ça a créé beaucoup d'instabilité, puis les empires sont tombés, beaucoup de problèmes. Tu sais, alors, je suis obligé de te dire qu'il y a une partie de moi qui est un petit peu pessimiste aussi à cet égard, mais je reste optimiste. J'ai toujours la foi en l'humanité, qu'on va être assez grand pour trouver des solutions, je dirais, modernes à cette situation-là. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas à vivre des grandes crises parce qu'il y a trop de concentration dans un trop petit peu de nombre de gens sur notre planète. Mais ça... c'est bien philosophique. À suivre. Merci. Okay. Essayons d'influencer ça. Pardon? Essayons de l'influencer, tu sais. Ouais, essayons, mais tu sais, en tout cas, ouais, essayons. Je sais pas c'est où que l'humanité s'en va, mais François Antinado, il s'en va aux toilettes. Fait que, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci. Alright, folks, un petit shout-out à Apollo 13, partenaire produit Ça se passe. C'est un studio no-code, low-code spécialisé en MVP qui look good puis qui scale pas pire pantoute. Basically, ils bâtissent des killer MVPs rapidement puis à moindre coût avec des outils qui sont très user-friendly. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec leur associé et directeur, M. Olivier Rousseau. OK, de retour au pod. What's up, folks? C'est François Antinado. Bienvenue sur le YouTube de Ça se passe. C'est quoi Ça se passe? À part un épique jeu de mots, c'est d'abord un média pour les SaaS du Québec. Donc, on a un podcast hebdo sur construire et scaler des produits numériques, une infolette remplie de pépites et d'éditorial de feu de yours truly. On a du contenu qu'on publie sur LinkedIn beaucoup puis sur IG un petit peu. C'est aussi une communauté de tech et d'affaires au Québec. Donc, on a des événements en présentiel, des meet-ups privés pour fondateurs qui font partie de notre communauté sur invitation pour fondateurs SaaS. Puis finalement, c'est une plateforme web utile. Donc, on a un répertoire des SaaS au Québec, un répertoire des partenaires certifiés de Ça se passe, puis un job board gratuit pour la communauté. Fait que vous pouvez enjoy les épisodes et le contenu qu'on fait ici sur YouTube ou sur Spotify. Puis assurez-vous de check out l'infolettre sur saspace.com, il va y avoir un pop-up puis un call to action. Merci, folks. Félicitations, vous vous êtes rendus jusqu'à la fin de l'épisode et vous méritez maintenant l'outro custom de Frank. J'ai une coupe de call to action. Ça se passe, c'est une business d'amour. On met de l'effort, de l'énergie, de l'argent aussi. Si vous voulez nous aider, il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire. First, on investit beaucoup dans l'infolettre. Donc, chaque semaine, je fais des éditorials où est-ce que je creuse dans un sujet puis je me gêne pas de dire les choses comme elles sont. Vous pouvez vous abonner sur le site web, saspace.com. Il y a l'onglet infolettre. Puis il y a aussi la call to action box à la fin de la page d'accueil. Donc, checkez ça. Sinon, si vous avez un SaaS au Québec, vous pouvez l'inscrire à notre index. Saspace.com, il y a un gros bouton mauve ajouter votre SaaS. Il y en a plus de 300. Si vous suivez pas déjà le pod, allez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Puis si vous pouvez nous laisser un review, ce serait vraiment smart. Ça nous aide à être plus découverts. On a un job board aussi. Si vous voulez poster une job ou trouver une job en SaaS au Québec, saspace.com/emploi avec un S. Un gros merci à tous nos partenaires certifiés qui financent et supportent beaucoup Ça se passe. Vous avez Léviat Légal pour tout ce qui est avocat, droit, besoin dans ce genre-là. Le Chiffre pour finance, fiscalité, comptabilité.
Baseline pour tout ce qui est accompagnement en AI. Vous avez Coveo, un employeur certifié qui offre des carrières de feu dans un scale-up. Fait que merci à ce monde-là, encore une fois. On fait aussi des événements en présentiel très cool, souvent presque tout le temps sold out. Vous pouvez nous suivre sur Eventbrite pour être au courant de ça, où on en parle sur le pod aussi. Et puis finalement, last but not least, suivez-nous sur les socials, donc LinkedIn, Instagram. C'est là qu'on poste toutes les nouvelles sur la compagnie, mais le nouveau content qu'on fait aussi au niveau du pod, des events, etc. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Cheers!